Salut tout le monde, soyez les bienvenus en ce lundi 10 janvier 2022. Je suis Pascal Eberhardt et je vous souhaite la bienvenue pour ce 17e épisode de la saison 2 d'Overtime. Je commence exceptionnellement tout seul puisque mon comparse David a congé aujourd'hui pour passer un cap important. Salutations à tous dans le chat, Fab, Morissette, Vladi, Jérém, Georges-Henri, Nicolas, Ludovic, Richard, François et Fabien notamment qui ont déjà écrit dans le chat. Et puis pour cette émission, je ne serai pas tout seul, on sera 3 pour discuter de la National League et j'accueille mes 2 camarades, Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Et salut Jonathan. Salut, je pense que Stéphane a oublié de réactiver son micro là. Oui, c'est possible. Ah, j'ai le langage des signes, ça veut dire salut tout le monde. Ça veut dire victoire dans ce sens aussi. Messieurs, on va pas parler de NHL avec vous, hein. Petit clin d'œil à Overtime NHL, bien évidemment. Dans ce 17e épisode d'Overtime, on va revenir sur les 2 matchs de Genève Servette, sur celui de Lausanne contre ce même Genève Servette de Bienne, et de l'échange Ajoie-Cloton. On va également prendre bien évidemment vos questions, le chat est ouvert, vous en avez l'habitude, on se réjouit déjà de les lire et on se fera un plaisir de répondre à un maximum de questions durant cette émission. Bah messieurs, puisque vous êtes prêts et puis que dans le chat ça a l'air assez complet, juste pour répondre à Ludovic qui pose une question sur l'éventuel déplacement des JO, bah écoute, pour l'instant on n'a pas plus d'informations, donc on va pas discuter là-dessus, on a déjà parlé beaucoup des JO la semaine passée, donc on va se concentrer sur le retour de la National League. Moi je vote pour. On est assez nombreux, je pense, Steph, à vouloir voter pour le report des JO. Et on va se lancer avec Genève Servette. Les Aigles qui sont la première équipe à avoir joué 2 matchs de suite en 2022. Cela faisait depuis le week-end du 3 et 4 décembre qu'ils n'avaient plus enchaîné 2 matchs en 24 heures. De là à dire que c'est un facteur déterminant lors du 2e match, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. En tout cas, ils ont commencé par un succès un petit peu étriqué, messieurs, contre Ambri Piotta, et vous y étiez. Moi, personnellement, j'étais sur le match à Lausanne. On va revenir là-dessus. Messieurs, le match de vendredi, je l'ai dit, un match un peu étriqué. Et d'ailleurs, Yann Cadieux l'a concédé en interview samedi avant le match. On a vu un Genève Servette à 2 visages face aux Léventins. Même Jonathan Mercier, que j'avais à l'interview à la fin du match, est arrivé sur la patinoire. Puis il y avait une petite Pestoni également qui attendait parce qu'il avait été demandé à l'interview par d'autres collègues journalistes. Et il y avait le sourire aux lèvres, évidemment, contrairement à Pestoni, mais les deux se regardaient et disaient « Ouais, ça, c'était un match de retour. Hein. » C'était pas juste de retour pour Mercier, mais pour l'équipe. Il semblait dire vraiment que ça avait été compliqué, difficile. Pour l'équipe, évidemment, il faut remettre en contexte. Quand les équipes sont en quarantaine, plusieurs joueurs ne s'entraînent pas. Certains peuvent, d'autres non. Par exemple, Ambri Piotta n'avait pas joué un match depuis le 11 décembre. Ça faisait tout près d'un mois qu'ils n'avaient pas joué. Genève, eux, avaient joué évidemment un peu plus tard, mais avaient recommencé à s'entraîner plus tardivement aussi. Ça faisait quand même plusieurs jours quand même qu'Ambri avait recommencé les entraînements avec l'équipe au complet. Donc, je pense que ça a apparu aussi dans le début de match. Je ne sais pas, Steph, si tu as eu la même impression, là, mais début de match, Genève, évidemment, est à la maison, sort très fort, marque rapidement. Par la suite, font marquer en avantage numérique et on a vu après ça un Genève Servette jouer sur les talons. Beaucoup de revirements en territoire défensif. Et là, c'est là qu'Ambri semblait vraiment en forme. Ambri contrôle absolument tout en première période. A marqué 3 fois, mais je pense qu'il aurait pu avoir 6 buts dans cette première période. Dominique Niffler a été fort, a été très bon. 18 tirs sur lui, mais des tirs de qualité. Et après, on a vu Genève Servette revenir petit à petit et Ambri redevenir Ambri d'une certaine façon. C'est exactement ça. Premier tiers, vraiment grosse domination d'Ambri Piotta, il n'y a pas photo. On joue encore Pestoni se présenter tout seul devant la cage. Je suis figé. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, oui. Stéphane, oui. On t'entend. OK, moi je suis figé, donc voilà, j'ai Mona Lisa. Elle a plus beau sourire que toi quand même, Stéphane. Oh. T'as dit qu'il fallait rigoler avant l'émission, donc voilà, on va se balancer quelques pics. C'est mon Internet qui, je sais pas, c'est fait des papouilles. Bon, bref. Genève, honnêtement, un premier tiers à oublier. Je vois encore mon Pestoni se présenter seul devant la cage qui aurait pu mettre 4. Ambri aurait pu mettre 4-5 buts. Mais en deuxième période, belle réaction de Genève qui est revenu très, très fort, qui a vraiment éteint Ambri Piotta parce qu'Ambri, je pense qu'il n'y avait pas un tir au but
à mi-chemin dans le deuxième tiers. Je pense qu'il y avait un tir au but ou même pas, je ne sais pas. Même pas. Il était vraiment effacé. On ne sait pas même Ambry qui est ressorti en deuxième période. Ah non, pas du tout. Troisième tiers plus équilibré. Puis évidemment, la profondeur de banc fait la différence. Un Tom Ernest des grands soirs. 3 assists, celle du 3-3 magnifique. C'est un joueur qui a tellement de talent. C'est lui qui drive le power play. Tout part de lui. Beaucoup de choses partent de lui offensivement. Donc, encore un grand Tom Ernest qui a fait la différence. Ce joueur qu'on n'a pas. On a vu quand même du côté d'Ambry le retour de Fora. Ça fait sentir sa présence sur le premier but en power play. C'est pas lui qui a, c'est lui qui a tiré, c'est pas lui qui a marqué. Macmillan a fait dévier. Mais avec Fora en défense, Ambry est une équipe un peu différente, forcément. Et ce qu'on a vu du côté d'Ambry aussi, c'est que des étrangers. J'ai bien aimé Peter Regan, sincèrement. Il a joué un bon match. Il a joué un bon match, c'est ce qu'on dit de lui. Il joue des bons matchs, mais il ne finit pas. 2 buts cette année, pas des tonnes de points. Évidemment, ça me fait penser à Gaétan Haas. Il joue bien. Oui, mais ça ne produit pas tellement offensivement. Au bout d'un moment, ces gars-là ne sont pas engagés pour dominer, puis avoir l'air bon, puis ouais, lui, de bonne chance, etc. Ça va tourner, mais à un moment donné, il faut que ça tourne. Tu n'es pas engagé pour ce que tu pourrais faire, étant donné ce qu'on voit. À un moment donné, il faut que tu montes les chiffres, puis il faut que tu produises, parce que c'est pour ça que tu es engagé à la fin de la journée. Et dire, passer proche, ça ne suffit pas. Puis jouer un bon match dans une défaite, ça ne suffit pas non plus. Donc, les étrangers d'Ambry sont clairement toute une équipe qui en arrache. Mais pour revenir à Genève Servette, moi, j'ai bien aimé leur match de vendredi. On montre du caractère. Et par contre, ce qu'on a vu samedi 2, pour enchaîner là-dessus, c'est un peu ce qu'on a vu vendredi, un peu erratique défensivement au premier tiers. Pas tout à fait ça. C'était pas un... Voilà, l'effet des 2 matchs en 24 heures, j'en sais rien. C'est toujours difficile à évaluer. Mais samedi, ils ont payé le prix face à une meilleure équipe qu'Ambry Piotta. Tu parlais des 2 matchs 24 heures, c'est un peu sur cet axe-là qu'on a orienté la discussion à Genève Servette. Ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction à la fois de Simon Lecoultre à l'interview pour nous, mais également des autres interviews qui ont été faites après le match. Tous ont dit c'est pas une excuse d'avoir joué 2 matchs en 24 heures. On doit reprendre du rythme, mais tout le monde a souligné ce côté 2 visages de Genève Servette, que ce soit contre Ambry, que ce soit contre Lausanne, où on a quand même vu une équipe qui est un petit peu montée en puissance, mais qui n'a pas eu de réussite. Il faut dire que Tobias Stéphane, lui, il avait fin de glace aussi dans son retour, on en parlera après, avec Lausanne, mais il y a eu pas mal de déchets aussi dans le jeu genevois samedi. Oui. Et là, il y en a un qui va pas être content, qui va pas être d'accord avec toi, puisque c'est Ludovic qui nous dit Genève Servette sont mieux qu'en début de saison. Vatanen me paraît bien meilleur, temps d'adaptation assimilé, mais sont-ils capables de se qualifier pour les playoffs? Ce sera de toute manière pré-playoff, votre avis? Je pense que sur Vatanen, tu vas pas être d'accord, Stéphane, parce qu'il a fait pas mal de petites erreurs. Je m'excuse, il a connu un week-end misérable, épouvantable. Honnêtement, au vendredi, on l'a vu en premier tiers, Jones a fait la réflexion. Le bleu perdait des pas. Il faut dire qu'Ambry sont sortis comme des avions de chasse. Ils ont mis beaucoup de pression sur la défensive de Genève, qui a été un peu surpris. Ensuite, ça a été un peu mieux, mais Vatanen n'a pas connu un bon week-end samedi à Lausanne. Il était mauvais, je veux dire. J'ai l'impression que c'est un gars qui est sur son propre... Oui, Genève Servette joue mieux qu'un temps, ils sont sur une meilleure lancée, c'est indéniable. Ils n'ont pas non plus la même équipe, on s'entend. Il y a beaucoup de retours au goal, etc. C'est pas... Cadieux ne dirige pas la même équipe que Patémon. Ça, on va le dire ça comme ça, la même équipe au niveau effectif, qualité de l'effectif pur. Mais l'équipe va mieux, oui, effectivement. Mais Vatanen, on a l'impression que c'est un gars qui est sur son propre programme. En tout cas, ce week-end, c'est un gars que j'aime bien, honnêtement. On voit qu'il a du talent, avec la rondelle. Mais là, ce week-end... c'est un électron libre. Un électron libre. Sincèrement, il n'a pas été bon ce week-end. Vraiment pas bon. Il est capable d'être bien meilleur que ça. Puis il faudra que Vatanen soit bien meilleur que ça si Genève veut enchaîner les victoires. Bon, en tout cas, on a vu que Cadieux compte sur lui quand même, puisque en fin de match, quand il fallait revenir au score, quand il y avait encore 2-1, il était aligné avec Tom Ernest à la place de Roger Carrère. Bon, Roger Carrère, c'était un peu spécial. On a pu discuter avec lui en off avec mon collègue Andreas Sagman. Roger Carrère, il avait 15 minutes d'entraînement avant le match. Il était en cas contact. Il nous a raconté l'histoire. À Noël, il y a eu une réunion de famille et c'est le seul qui n'a pas eu le Covid dans toutes les personnes qui étaient avec lui. Et donc, il était cas contact. Il a été libéré samedi matin et il a pu s'entraîner 15 minutes avant d'aller à Lausanne. Ah, c'est sûr. Mais moi, il n'a pas joué un mauvais match, non. Honnêtement. Mais je l'ai pas détesté, moi. On a compté sur Vatanen du côté de Genève Servette, que ce soit en powerplay sur la deuxième unité, que ce soit sur la première part défensive en fin de match, malgré les erreurs, malgré les boulettes. De mettre sur la glace. Quand tu tires de l'arrière, tu es obligé de le mettre sur la glace. Si tu en avances de 2 buts, par contre, tu le caches. Ouais, mais par contre, tu vois, tu as 2 défenseurs offensifs ensemble sur la glace.
Donc tu prends un risque énorme. Heureusement que tu as un Winnick et un Phil Poula qui sont responsables comme attaquants en phase défensive, mais tu prends le risque quand même de te retrouver avec un 2 contre 0 face à ton gardien ou face à une cage vide. Mais moi, oui, c'est 2 défenseurs offensifs, mais Tom Ernest, c'est pas lui qui va te coûter le plus de chances de marquer, c'est pas lui qui va te coûter le plus de buts contre toi. C'est un joueur qui est assez responsable défensivement et impliqué défensivement aussi dans son territoire. Moi, ce qui m'a dérangé de Sami Vatanen dans les 2 derniers matchs, dans le week-end, c'est son implication défensive. Oui, il crée beaucoup de revirements dans sa zone. On s'entend que lui, il veut jouer en attaque, il pense qu'à l'attaque. Mais Steph, en infériorité numérique, là, on l'a vu, je pense que c'était sur l'échappée de Costner. Il se replie, écoute... on dirait qu'on aurait dit qu'il était à plus d'essence dans le réservoir, mais pourtant, il était sur la glace depuis un moment, mais c'est assez statique en powerplay. Oui. Costner l'a laissé sur place. Je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est le point tournant dans le match. Hein? Oui, mais c'est pas la première fois. Oui, parce que Niffler fait l'arrêt, puis après ça, on marque tout de suite après. Si Costner marque le 4-1, c'est merci, bonsoir. Oui, sauf que Vatanen, depuis le début de la saison, moi, c'est ce que je pourrais lui reprocher, parce que son talent offensif est indéniable. D'ailleurs, il a eu une carrière en NHL pour ça. Mais c'était pas non plus un NHL, le gars qui coûtait le plus cher à ton équipe non plus. Il y avait une conscience quand même. J'ai l'impression que cette conscience-là est peut-être restée en Amérique du Nord. Il l'a peut-être laissé dans sa maison là-bas. Ça, c'est souvent des joueurs de talent comme ça qui ont joué en Amérique, qui viennent en Suisse. OK, bon, l'argent est bon, c'est un beau pays, c'est calme, c'est cool. On y vend tous les mérites du hockey suisse, et puis c'est la qualité de vie, puis le salaire. Puis là, il dit, moi, de toute façon, j'ai du talent, j'arrive là, je suis un joueur défenseur étranger, je vais être un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, un des meilleurs défenseurs offensifs au pays. Je suis assez bon, je veux jouer sur mon talent au niveau défensif. Je ne me ferai pas mal, je ne bloquerai pas trop de shoot, je n'arracherai pas de tête, je donnerai tranquille. Puis offensivement, je vais pouvoir m'amuser un peu offensivement. C'est souvent, il y a beaucoup de gars qui arrivent avec cette idée-là, de se dire, jouer sur un 3/4 de patin, puis ça va aller. Mais là, on a vu ses limites. Hein. S'il fait ça, le Vatanen, hein, et encore une fois, un étranger qui sous-estime le hockey suisse en arrivant, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il est là, donc la sous. Ouais, je sais bien, mais là, je trouve ça étrange, un peu, moi, qui... Peut-être ce week-end, là, il y avait quelque chose qui l'enquiquinait un peu plus, mais je l'ai trouvé spécialement. On n'a pas eu la liste des joueurs qui ont été en quarantaine entre Noël et Nouvel An. Donc peut-être qu'il fait partie de ces joueurs-là. Peut-être. Et qu'il n'était pas encore à 100% remis de sa quarantaine. C'est un COVID long. C'est un COVID long au niveau du jeu défensif. À part ça, on a une question de Fabien qui est... au début de la saison, il l'a pas en octobre, il l'a toujours. On a une question intéressante de Fabien. Est-ce que vous sentez une différence dans le jeu et le coaching par rapport à Patémon? Donc depuis mi-novembre et le changement d'entraîneur. Stéphane. Steph, je te laisse y aller là-dessus parce que tu les vois plus souvent. Moi, je suis sur d'autres matchs. Je ne trouve pas que le jeu de Genève a changé de façon transcendante. L'effectif a changé. Et là, le fait que Pouliot a le passeport suisse aussi, ça change énormément. Ouais, mais pour ça, il ne faut pas qu'il soit suspendu. Ouais. Mais le retour de Richard, il ne faut pas le sous-estimer. Moi, je pense que c'est... Yann Cadieux fait sûrement des trucs bien, là, parce qu'il n'y a pas de hasard à un moment donné. Sauf que les éléments sont tombés en place quand il est arrivé. On lui a donné un gardien que les performances de gardien se sont améliorées. Turkirchen a été bon. Niffler a fait du bon job. Il y a eu des arrêts que Patémon n'avait pas, il faut le dire. Je sais que Sébastien Beaulieu n'aime pas quand je dis ça, mais je le dis quand même. Parce que je le pense et c'est une opinion qui, quand je parle à tout le monde me dit c'est ça. Et puis, il n'a pas la même équipe sur le papier. Hein? Tanner Richard, les garçons, pas beaucoup de points. Là, je pense qu'il y a 3 points en 9 matchs, quelque chose comme ça. Mais il est chiant, il est dur à jouer contre. Il dérange tout le monde sur la glace, il gagne des face-offs. Vermin peut retourner à l'aile tout d'un coup, beaucoup plus à l'aise. Donc, la chimie de l'équipe est complètement différente pour moi. Mais je pense que Cadieux a réussi quand même son coup. Je pense qu'il fait un bon job. Il a réussi à remotiver tous ses troupes et rallier les gars à la cause et à redresser la barre de cette équipe-là. Certes, pas avec la même équipe, mais il l'a fait quand même. Et cette équipe-là, ce qu'on voit maintenant, c'est le Genève Servette qu'on pense avoir en début d'année. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Écoute, samedi, il y a eu une image intéressante sur le banc où Cadieux a été montré en gros plan. C'est on retrouve un petit peu du Dubé et du Volven dans son attitude. C'est-à-dire qu'il va aller secouer, il va aller féliciter ses joueurs quand ils font quelque chose de bien, mais vraiment en proche, en les prenant par les épaules, en leur parlant quasiment dans l'oreille, mais pas forcément
très méchamment, je dirais que on va reprendre les termes de Tom Ernest qu'il avait donné dans une interview. Il y a une nouvelle voix dans le vestiaire, mais il y a surtout une nouvelle présence sur le banc aussi. Puisque certes, il y a toujours Yann Cadieux et Louis Matt, mais il y a aussi Ricard Franson qui est arrivé. Et peut-être que pour Tom Ernest aussi, c'était important d'avoir quelqu'un qui parle suédois dans son ouvrage, même si ce n'était pas le cas avant, mais d'avoir une nouvelle voix différente. Je ne sais pas exactement quel est le rôle de Franson dans la répartition, puisque normalement Louis s'occupe des défenseurs, peut-être plus pour les unités spéciales. Mais voilà, il y a un nouveau coach principal, donc une nouvelle voix qui parle dans le vestiaire, il y a un nouvel assistant aussi. Donc au final, c'est peut-être aussi ça qui fait que tout se met ensemble et clique. Jonathan. Ça clique, comme on dit. Mais c'est très rare que tu vas voir une révolution du système de jeu quand tu amènes un adjoint comme head coach pour prendre la place d'un entraîneur qui est congédié. Parce que, mine de rien, le système était bâti. Yann Cadieux s'occupait, si je ne me trompe pas, des attaquants. Donc, sa façon de travailler, évidemment, les coachs sont toujours en meeting ensemble, travaillent d'une façon. Évidemment, il va changer quelques petits éléments, mais c'est rare que ça va être une révolution à 100% quand tu amènes l'adjoint. Quand tu amènes une nouvelle tête pour diriger ton équipe, là, tu vas avoir une révolution. Là, tu vas avoir une période d'ajustement pour le système de jeu, tu vas avoir des nouveautés, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une révolution telle quelle. Je pense que ça a été peut-être un électrochoc. Comme tu le dis, Steph, il y a une équipe évidemment mieux nantie que ce qu'avait Patémon en début de saison. Ça, il ne faut pas le cacher. C'est un électrochoc quand tu changes de coach. C'est un message différent aussi dans le vestiaire, aussi en amenant un nouvel adjoint. Donc, je pense que tout ça mis ensemble fait qu'en ce moment, Genève, oui, est une équipe qui ressemble plus à ce qu'on s'attendait en début de saison. Je reviens à la question du départ. Est-ce qu'on s'éloigne? Oui, on s'est éloigné là. Mais est-ce qu'ils peuvent viser un top 6? Je ne penserais pas. Je pense que le top 6 est bien placé. Et je pense que les pré-playoffs en ce moment, ça va être les 4 équipes qui vont s'affronter en pré-playoffs. Je pense qu'il va y avoir rocade pour ce qui est des positions, pour ce qui est des affrontements en pré-playoffs et en playoffs. Oui. Mais je pense qu'il va être là, le suspense d'ici la fin de la saison. Mais je pense que Genève, c'est pré-playoff. Par contre, c'est une équipe que je n'ai pas trop envie d'affronter en pré-playoff. Peu importe quelle équipe ce sera. Je pense que Christian Dubé non plus, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas pour les pré-playoffs, ce serait pour les quarts de finale. Quarts de finale, justement. Ce que tu disais, Joe, c'est intéressant, c'est que Ambry, ce week-end, ont fait une mauvaise opération par rapport aux pré-playoffs, en perdant à Genève et puis en perdant à Vienne. On va reprendre quelques questions encore. Il y a une question de Ludovic sur Carrère et Le Coultre. Ils sont bien moins vifs que la saison dernière et c'est à cause de leur peu de temps de glace. Alors c'est clair, ils ont moins de temps de jeu. Le Coultre, c'est le 4e défenseur pour le powerplay. Carrère, c'est le 3e défenseur pour le powerplay, mais Yann Cadieux joue à 4 attaquants. Donc c'est un peu compliqué. On rappelle qu'ils ont aussi été blessés. Ils ont commencé leur préparation avec le premier match de la saison régulière. Donc c'est clair que c'est pas forcément les conditions idéales. Moi, je trouve qu'il monte gentiment en puissance. Carrère, on l'a dit, samedi, il était en manque, il était hors de forme. Mais il a fait un très bon match. Je sais pas ce que Jonathan, toi, t'en penses. Oui. Moi, j'aime bien. Moi, le Coultre, c'est vendredi, Steph, je l'ai pas trouvé mauvais, loin de là. C'est juste que c'est son temps de glace qui est affecté par la venue d'un Vatanen, par exemple. C'est ça. Mercier qui revient. Mercier n'a pas joué beaucoup. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de Simon Lecoultre, c'est son apport offensif. Simon Lecoultre, j'ai coupé plusieurs séquences. Évidemment, quand je fais des studios, je coupe des séquences, mais je ne peux pas toutes les montrer. Et Simon Lecoultre a toujours eu cette qualité. Je l'ai coaché, je le connais bien. Simon, j'étais à Lausanne quand il était là. C'est un gars qui a un instinct offensif incroyable. Et là, il sait quand supporter l'attaque. Quand venir comme 4e pour supporter l'attaque, créer le surnom, mais il le fait très bien. On a vu, il a une passe sur le but gagnant vendredi. Mais Simon Lecoultre a cette touche offensive. C'est un défenseur, de temps en temps, il fait une grosse bourde, échappe un puck, il n'a pas changé. Mais ça, il faut vivre avec ça. Mais non, il a toujours été comme ça. C'est un gars, tout à coup, qui est. Il y a des défenseurs qui ont fait leur carrière comme ça. Hein. Exactement. Donc, il faut vivre avec. Il prend des risques, des fois démesurés. Il pinche quand ce n'est pas le temps. Noah Delémont est un petit peu comme ça. C'est le même genre de joueur. Mais il faut vivre avec. Mais par contre, il a cette qualité de Simon Lecoultre, cette audace offensive. Il a cet instinct pour supporter l'attaque. Et il choisit souvent le très bon moment pour y aller. Il faut lui donner ça. Il le fait très, très bien. Et ça, sur la longue. Il est encore jeune, Simon Lecoultre. On va se garder une jeune aussi avec lui. C'est un homme 9. Moi, j'aime bien sa première passe aussi.
Souvent, il est capable de faire une bonne relance, mais il prend un bon moment aussi parfois pour y aller plus agressif, essayer la longue passe. Moi, j'ai commenté quand même plusieurs fois à Genève depuis le début de la saison, puis c'est souvent ce que je retiens des matchs de Simon. Et il aperçoit souvent un joueur seul entre la ligne bleue adverse et la ligne rouge, une passe bien précise, et ça permet une relance hyper rapide, une chance de marquer rapide. Il y a ce petit don qui n'est pas donné à tout le monde d'avoir une bonne première passe. Offensif. Du flair offensif assez intéressant. Parfois, il se fait couper, puis là, on en parle. Mais ça vient avec le risque. C'est un jeu risqué, mais en même temps, moi, j'ai souvent vu quand même des jeux du genre fonctionner de sa part. Moi, j'ai une petite correction à faire. J'ai quelque chose qu'il faut que je dise pour Genève Servette, parce que je me suis fait un peu... il y a un membre de l'organisation qui est bien au fait de la situation, des situations contractuelles, notamment des gardiens, qui est venu vers moi, qui n'était pas très content avec moi vendredi. Il m'a dit, Steph, je te respecte beaucoup pour tout ce que tu fais, mais là, tu as parlé à travers ton chapeau, tu as dit quelque chose qui n'était pas juste, puis ça me fâche. Tu as dit que les deux gardiens de Genève Servette coûteraient 1 million au club, qu'on a investi plus d'1 million au club dans les deux gardiens. Il m'a dit, c'est pas vrai. Je dis, non, c'est pas vrai. Il dit, non, je vous cite, il m'a dit, je peux le dire. Les deux gardiens l'année prochaine de Genève Servette, c'est-à-dire Desclous et Maillère, vont gagner 950 000 de salaire. C'est pas 1 million. Mais ça ne coûtera pas, je vous le dis, il m'a dit, les deux cumulés, c'est 950 000 de salaire. On s'entend? Mais ils ne coûteront pas 950 000 à Genève Servette, ils vont coûter 675 000 à Genève Servette parce que la moitié du salaire de Robert Maillard sera assumé par Davos. Alors, mea culpa, les deux gardiens valent à peu près 1 million, mais tu n'es pas trop trompé. Par contre, comme Robert Maillard sera payé, la moitié du salaire sera assumé par Davos, ça va coûter environ 700 000, 175 000, 700 000 à Genève Servette. Donc, j'ai dit que je le corrigerais, merci. Donc, l'information est officielle, de source sûre. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a rapatrié Robert Maillard, parce qu'on a considéré que c'était un deal à moitié prix. Donc, Robert Maillard gagne 550 000 à Davos, 275 000 seulement pour Genève Servette. Puis c'est vrai qu'à 275 000, moi, je le reprends Robert Maillard. Il me fait une gaffe de temps en temps, mais à 275 000, je vis avec sa gaffe par match. Pour 2 saisons aussi, hein? Je pense que c'est sur les 2 saisons qui je pense, de salaire. Oui. Donc, voilà, donc, mais ça ne coûte pas pour moi, ça ne coûtera pas ça à Genève Servette, mais les deux gars vont gagner quand même ce salaire-là. Alors, pour terminer sur les gardiens, pour répondre à Vladi, Charlin, lui, sera placé en National League. Sébastien Beaulieu l'a confirmé. Pour Fabien, qui sera le numéro 1, il y aura une alternance entre les deux gardiens, mais avec une préférence pour Desclous, de ce que j'ai pu entendre du côté de Genève. Et puis on avait une question de Gaëtan Grossrider en avance par rapport à un autre défenseur. C'est pourquoi Tom Ernest joue en Europe et pas en NHL. Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est une très bonne question, mais après... Il y a des questions sans réponse comme ça qui restent toujours... écoute, moi j'ai une question à te proposer, j'ai une réponse à te proposer, Stéphane. Tu l'as d'ailleurs utilisé jeudi dans Overtime NHL. Timing is everything. Le timing fait tout. Et je pense que Tom Ernest, au moment où il aurait pu partir en Amérique du Nord, n'était pas encore un défenseur dominant. C'est ça. Il y a des gars qui se développent sur le plus tard. Hein? Mais c'est drôle, les gars, parce que vendredi, entre la première et la deuxième période, on s'est posé exactement cette question-là, Steph et moi. On est allé voir les statistiques de Tom Ernest, qui a joué 2 saisons du côté de la HL, n'était pas un défenseur dominant. Il y avait une équipe d'ailleurs avec beaucoup de joueurs de la National League qu'on retrouve aujourd'hui. Il y avait Alexandre Grenier dans cette équipe-là, il y avait Ronald Skinins, entre autres. Et il a décidé de revenir en Suède, ensuite en National League. Et j'ai l'impression là, qu'il a maturé depuis, il est conscient de son jeu. Est-ce que sa vitesse serait assez intéressante pour la NHL? Je ne sais pas. C'est peut-être là où c'est un très bon patineur, mais est-ce qu'il est assez rapide pour la NHL? Je ne sais pas. Son jeu physique, peut-être? Son jeu physique. Est-ce qu'il aurait les mêmes minutes? Est-ce qu'il pourrait avoir 25 minutes de temps de glace en NHL, le premier power play, avoir... C'est pas un 5-6. Il ne peut pas jouer comme 5-6. Non, c'est pas un 5-6, ça c'est sûr. On s'est dit, Yannis Moser en ce moment joue en Arizona. Voilà, là, tu touches le point. Écoutez, si Yannis Moser peut jouer en NHL, en tout cas se présente gentiment pour jouer en NHL, on s'entend que Arizona, c'est la pire équipe de la NHL, etc., mais il se profile éventuellement pour se tailler un poste en NHL dans les prochaines années. Yannick Weber a joué en NHL, Jonas Siegenthaler a joué en NHL. Si je vous demandais de choisir le meilleur défenseur, si je vous dis dans ceux que j'ai nommés quel est le meilleur défenseur, tout le monde me dirait Tom Ernest. Oui, mais parce que tu prends l'exemple de Yannick Weber et de Siegenthaler, tu sais très bien en NHL que ce sont des défenseurs 5-6. C'est ça. Et qui joueront jamais plus haut que 5-6.
C'est ça, qui était plutôt caractère défensif, même si Weber était offensif quand il était dans le junior. Mais Yanis, si Yanis Moser peut jouer en NHL, pourquoi Yanis Moser n'est pas un défenseur physique non plus, on s'entend. S'il peut jouer en NHL, à la différence qu'en ce moment, Yanis Moser, à l'âge qu'il a, est un défenseur d'avenir, alors que Tom Ernest, là, il est à son prime, il est à son sommet de sa carrière. Donc, c'est pour ça qu'on mise sur le jeune. Mais Tom Ernest aurait sa place dans l'équipe d'Arizona, par exemple, cette année. Mais là, maintenant, là, il pourrait aider un paquet d'équipes de NHL. Moi, je regarde les Canadiens de Montréal. Là. Ils n'en ont pas du Tom Ernest. Ils n'en ont pas à la tonne. Défenseur gaucher, mobile, capable d'avoir une bonne première passe. Ils auraient même besoin d'un Yannick Weber à Montréal. Il y a des joueurs qui ne veulent pas partir en Amérique puis faire ce que Kaufman est en train de faire cette année, tenter sa chance, être traité comme la troisième roue du carrosse, essayer d'aller à AHL, NHL. Les gars, ils veulent un one-way contract. Ils veulent pas au bout d'un moment, il y a des gars aussi qui veulent rester en Europe, qui sont heureux là, etc. À un moment donné, il n'y a pas d'obligation non plus. Et je pense qu'il y a des choix qui se font. Je veux dire, un Robin Chervenka, vous allez me dire qu'il ne peut pas jouer en NHL? Regardons. C'est sûr qu'il peut jouer en NHL. La joueur de Calgary, c'est un bon joueur de hockey, mais lui, il est bien ici. C'est un gars discret, il a un caractère un peu particulier. C'est un gars qui, voilà, ça ne lui correspond probablement pas, la mentalité nord-américaine, etc. En NHL, c'est particulier, hein, c'est chacun pour soi, puis tu as des amis dans le vestiaire, mais c'est pas que des amis, puis tu as toujours un qui veut te piquer ta place, puis il y a l'aspect physique, il y a l'aspect bagarre, etc. Si tu n'as pas ça dans toi, là, il y a plein de joueurs comme ça qui n'ont pas ça dans eux. C'est comme ça. Voilà, je crois que ça a bouclé la réponse sur Tom Ernest. Et puis je vous invite à aller regarder l'effectif des Utica Comets les 2 années où il a joué. Il y a des noms très intéressants là-dedans et plusieurs qui sont passés en Suisse, comme l'a signalé Jonathan. Oui, il a joué avec Grenier, il a joué avec un paquet de gars comme Pascal Pétier, avec Yannick Weber, avec Zach Hamil qui avait joué à Fribourg notamment. Ouais. Il y avait également Sven Berchi qui était là-bas aussi ces années-là. Tous les copains. Vancouver n'avait pas la même politique que l'Arizona en ce moment, donc c'est clair que c'est plus compliqué. On va passer à la suite parce qu'on parle déjà beaucoup, et puis qu'il y a d'autres clubs qui ont joué, donc on va s'intéresser maintenant au deuxième adversaire de Genève Servette, c'est-à-dire le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui a fait son retour de quarantaine samedi, les Vaudois restaient sur une fin d'année catastrophique. On se souvient, 14 buts encaissés, 2 buts marqués lors des 3 derniers matchs de décembre. Je l'ai d'ailleurs évoqué avec Tim Beson en interview. Et là, on a retrouvé un Lausanne plus entreprenant, peut-être plus à l'image du Lausanne qu'on attendait. Et ce qui est intéressant, c'est que Tim Beson l'avait déjà dit en interview avant le match, mais il l'a redit en interview avec moi. Ils ont pu se dire les choses, pendant la pause, ça a fait du bien, on a pu remettre un petit peu les choses à plat dans le vestiaire lausannois. Peut-être qu'on va voir, en plus du retour de Tobias Stephan, qui est un élément important, un nouveau visage du Lausanne Hockey Club. Ben, ce qui est intéressant de cette pause-là, parce que oui, c'est sûr que c'est négatif d'avoir une pause comme ça. Touché par le COVID, il y a des joueurs qui ne peuvent pas s'entraîner. Le retour à la compétition est compliqué, mais il est compliqué pour toutes les équipes parce que même celles qui n'ont pas eu le COVID ont été en pause forcée quand même parce que les matchs étaient reportés. Très peu ont joué avant que les équipes touchées soient de retour à l'action. Donc, il n'y a pas que du négatif. Évidemment, le repos, petit à petit, les joueurs revenaient. J'ai parlé avec Christophe Baluet la semaine dernière, puis il disait que l'équipe était presque complète. Les derniers joueurs revenaient gentiment. Et en plus, tu salues le retour de Tobias Stephan. Ça a eu aussi ce positif, c'est que les matchs, tu joues moins de matchs sans ton numéro 1, qui est Tobias Stephan, même si Boltzhauser ne connaît pas une mauvaise saison. Reste que Stephan est numéro 1 à Lausanne. Donc, ce retour-là, cette pause-là n'a pas que du négatif. Et ils sont revenus de la bonne façon dans un match qu'ils ne pouvaient pas perdre. Parce que là, Genève, après la victoire contre Ambry, était devant Lausanne au classement. Tu as le derby lémanique pour revenir. Tu dois absolument gagner ce match-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est un très bon retour pour Lausanne. Ils ont bien joué samedi. Maintenant, il faut bâtir là-dessus. Moi, Lausanne, de temps en temps, nous fait un match comme ça, mais Lausanne a fait un match comme Lausanne. Souvent, on domine, on a du volume de jeu, on accule l'adversaire dans sa zone, on a des chances de marquer. Et le match de Lausanne, ça a été un match à l'image de Lausanne depuis le début de l'année. Tu domines, tu manques un paquet d'occasions, tu aurais pu prendre les devants par 2-3 buts, mais tu ne l'as pas fait. Finalement, l'autre équipe reste dans le match, te marque un petit but contre. Genève est revenu, a été meilleur en deuxième période notamment.
Et Lausanne se met dans l'eau chaude, alors qu'ils ont, je pense, sur l'ensemble du match, les meilleures chances de marquer. Voilà. Et puis, ils gagnent en marquant 3 buts, dont un dans la cage vide. Ils ont gagné parce qu'ils n'ont accordé qu'un seul but. Mais Lausanne, quand ils en accordent 2 ou 3 ou 4, ben, ils ne font pas la totalité des points souvent, les gars. Regardez, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, Lausanne n'a pas eu l'efficacité offensive qu'ils auraient dû avoir. Ils auraient dû marquer 4-5 buts durant ce match-là. Au vu des occasions, au vu de la domination. Mais comme dans un paquet de matchs cette année, là, ils l'ont gagné. Tout le monde dit « Ah, Lausanne est revenu, etc. » Est-ce qu'ils sont revenus? Non, parce que s'ils marquent que 2 buts le prochain match, mais tout à coup, Tobias Stéphane n'est pas top et il en accorde 3, ben on va perdre 3-2 contre une équipe qu'on aurait dû battre sur le papier, etc. Donc, je pense que Lausanne, le fait de s'être parlé, OK, oui, il y a eu la pause de novembre, il y a une petite réaction après. Mais ce que j'ai vu de Lausanne, c'est ce que j'ai vu depuis le début de l'année. Et là, on est content parce qu'il y a la victoire au bout, mais parce que c'est accordé qu'un seul but. Puis l'autre côté, voilà, Genève a raté quelques chances aussi, mais Tobias Stéphane a été bon, meilleur que Boltzhauser sur les derniers matchs avant Noël. Boltzhauser n'a pas été extraordinaire avant Noël. En l'absence de Tobias Stéphane, Boltzhauser, les gars, il a moins de 90%. C'est pas une saison. Il n'est pas comme l'année dernière, Boltzhauser. Donc, peut-être que le fait qu'il ait été numéro 1 tout seul, sans concurrence, hein, parce que Huberty et Oslo n'ont jamais été considérés par John Foos pour les mettre devant la cage, sauf catastrophe. Ouais. Finalement, il a peut-être besoin de Tobias Stéphane pour être un bon gardien. D'avoir de la concurrence. Oui, il doit être très bon. Il doit accorder moins de 2 buts. Sinon, Lausanne a de la peine à enfiler l'aiguille. C'est une équipe qui ne marque pas assez de buts. Comme Doug Boulanger l'a dit, c'est les champions du monde du Corsi. La domination, on ne met pas les cotes à la cage, on domine comme Lugano, mais au bout d'un moment, il faut que tu produises. Le Corsi, c'est beau de dire j'ai dominé, mais ça ne suffit pas de dire que tu as dominé. Il faut que tu t'affoutes au fond à un moment donné. Tu as meilleur temps de gagner de face. Tu as meilleur temps de ne pas avoir beaucoup de chance, mais de la mettre au fond quand tu l'as, et que beaucoup de chance. Moi, j'ai une victoire chanceuse, c'est une victoire. Une victoire à l'arraché, comme on pouvait en faire l'année passée, c'est une victoire. Fribourg, combien de victoires à l'arraché cette année? Ben ouais, ils sont efficaces. Ma foi, ils marquent un petit peu en power play. Il y a toujours un qui fait la différence. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais Lausanne, il n'y a pas. Donc, pour ça que je dis, moi, je ne crois pas que Lausanne sera une équipe transcendée jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'elle va continuer sur cette note-là. Je ne vois pas d'étincelle offensive. Berchi, ça me dit, les gars, est-ce qu'on a vu un peu ses limites offensives au niveau du sens du jeu? Berchi, ça fait un moment qu'on ne le voit plus sur la feuille de pointage. Depuis la pause de décembre. Il est top scoreur de cette équipe-là avec 22-23 points, je 22 pense. Points. Ce catch a été... On l'a vu samedi, il crée un paquet de trucs, mais il n'y a même pas 20 points. Au bout d'un moment, on savait que c'est ça qu'on engageait, mais il n'y a pas cette étincelle. Et Berchi, moi, je l'aime bien, c'est un bon gars, il patine, il a un côté spectaculaire. Quand il prend le pas, de la ligne bleue à sa ligne bleue, il rentre dans la zone, il met tout le monde sur les talons. Mais l'étincelle, le petit truc magique, le petit truc de plus entre lui, à la différence avec Arcobello, avec Chervenka, avec Malgin, avec des gars qui ont... Eh bien, il manque ce petit bout-là. Ce qui fait que c'est un gars qui est de 30-40 points par année. Puis c'est un gars, parce qu'au volume de jeu, avec ce qu'il crée, c'est un gars qui, s'il avait juste un instinct offensif un petit peu plus développé, sur le lot, ce qu'il crée, ben, ça finit par rentrer, etc. Mais il n'a pas cette touche magique. Mais... On l'a vu à un moment donné samedi, il y a des choix de jeu. Oublie, là, voilà, c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas un exceptionnel. Mais Steph, ça reste que Lausanne n'est pas capable de marquer un but. Là, on va chercher un nouvel étranger en Francis Paré, qui n'est pas une mauvaise signature. C'est un joueur qui a de l'expérience professionnelle, marque hier. Mais quand tu regardes son pedigree, sa plus grosse saison niveau but, c'est 16 buts chez les professionnels. Sinon, il tourne autour de 10 buts. 5 buts en 8 matchs à Genève. Là, c'était probablement son meilleur pourcentage de buts par match, mais c'est une très petite, très courte durée. Ouais. Mais il est quand même pas reconnu comme étant un marqueur de but. Alors que tu as besoin de marqueurs de but. Est-ce qu'il n'y avait pas un sniper, quelqu'un qui fait peut-être pas l'unanimité dans un vestiaire, qui est peut-être pas le meilleur sens du jeu possible, mais qui est capable de la mettre dedans? Au fond, à un moment donné, ça te prend un buteur. Damien Ria, on l'avait engagé pour ça, les gars, non? Damien Ria, il a la réputation d'être un sniper? Non. Non, il a un bon tir sur le powerplay dans le haut des cercles comme Martini parce qu'il a travaillé dessus, mais c'est pas un sniper. C'est pas un buteur. Tu crois pas qu'il a la réputation d'être un buteur? Tu es un gars de 15-20 buts par année, non? Il peut en marquer 15-20, non? À Genève, il était bien parti. Peut-être que c'est moi qui... je le perçois comme ça. L'année passée, avec Genève, il avait fait une bonne saison, mais c'est pas non plus... Peut-être qu'on attend... Pour l'instant, il n'est pas encore régulier à 15-20 buts.
Non, c'est vrai. C'est ça que je veux dire. Aussi, mais ça, et puis pour revenir sur Francis Paré, tu parlais du nombre de buts. Joe, je crois qu'il a marqué, c'était son 6e but en 2 ans, samedi soir. Il l'a fêté en tout cas. Hein. Oui, il l'a fêté. Alors je vais pouvoir vous dire ça tout. C'est exact. C'est son 6e but en 2 ans. C'est son 6e but en 2 ans. Il a marqué 3 buts l'année passée avec Minsk. Il en a marqué 2 avec Omsk avant. Et puis Stéphane, pour revenir sur Damien Ria, son plus haut total, c'est 12 en 2017 de buts. Donc pour l'instant, c'est pas encore un buteur de 15-20 buts. Il a les capacités parce qu'il a travaillé sur son tir frappé. Des promesses. Mais non, mais c'est un gars que j'aime bien. Damien Ria, honnêtement, je pense qu'il a un bon shoot à tout, mais effectivement, bon, il a eu des bons moments l'année passée avec Omar, si je me souviens bien. Pas l'année passée. Oui, l'année passée. Oui, avant de partir, évidemment. Et puis, qui n'a pas de bons moments avec Omar? Mathieu Vuillemot a eu des bons moments avec Omar aussi. Donc, quand vous avec Omar, en général, mettez votre canne sur la glace, fermez les yeux, puis elle arrive dessus. Et cette année, il n'y a peut-être pas le fabricant de jeu. Je veux dire, Berchi n'est pas le fabricant de jeu idéal pour faire fonctionner un gars comme Ria, qui est plutôt un finisseur. On l'a vu, presque un 2 contre 0, là, le tir de Berchi. Moi, c'est hallucinatoire pour moi. Ça a montré un petit peu les 2 fois. 2 fois, Ria était bien placé. Puis s'il y avait eu un passeur, vraiment un gars avec un sens du jeu incroyable, probablement que le puck aurait fini au fond. Tu ne peux pas jouer au hockey tout seul. Mais tout ça pour dire que, voilà, Lausanne, bien, belle victoire, c'est encourageant, ça rassure les gens. On va gagner de temps en temps. Si on empêche l'autre équipe de marquer des buts, on a une chance de gagner avec le volume de jeu qu'on a. Puis si on le voit régulièrement, le volume de jeu, personne ne remet ça en cause. Mais moi, je me mets à la place de John Foust. À un moment donné, tu as beau faire le système de jeu que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais le geste final, il ne s'enseigne pas. Et puis, c'est pas le coach qui marque les buts. Hein. C'est pas NHL 22 avec une petite manette. Non, c'est ça. Tu appuies sur le bon bouton pour que ça tire. Varon, au début de l'année, n'a pas mis de but. Puis la personne vraiment de buteur. S'il y avait Malgin cette année, là, on s'entend, juste Malgin. Combien de points ils auraient de plus, les gars, mettons? Ça dépend. Mettons qu'il en aurait gagné 3 Zurich, de plus. Il aurait fait des points supplémentaires dans 3, 4, 5 matchs conservateurs. Ça les place où? Peut-être dans le top 6. Autour de devant Lugano. Alors, avant qu'on revienne sur Malgin, parce qu'on a eu une question sur Malgin, mais par rapport à Zurich, mais ça en parle dans le chat, je voulais revenir sur une question de Ludovic, qui nous demande, est-ce que le coach va rester en place s'il continue à jouer en étant si peu efficace? Tu as parlé de John Foust, donc je rebondis là-dessus, en fait. Moi, je me mets à la place de Svoboda. Je me dis, comment tu évalues John Foust? Est-ce que s'il voit les mêmes matchs que moi, il se dit, regarde, on se crée des chances. Le coach, lui, il va tout mettre en place pour amener de l'offensive, créer des chances de marquer, tac, 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 tac. Puis là, John Foust, après le match, il dit à son GM, il dit, regarde, on a eu 12 bonnes chances de marquer, on a tiré tant de fois au but, on a créé ci, on a créé ça, mais au bout d'un moment, moi, je ne peux pas aller mettre une oreillette et dire shoot à gauche, shoot à droite, des joues, mettre entre les jambes. Ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, on a vu Allman, c'est Allman qui est arrivé tout seul. Oui. Allman, je l'aime beaucoup. Hein, c'est un gars physique, c'est un leader, etc. C'est un gars qui j'aime l'apport de Allman dans une équipe. Mais ce n'est pas un buteur. C'est pas un buteur. Je veux dire, il lui a manqué 4 cm pour que le puck il finisse au fond. C'est ça, mais toujours une histoire de passer proche. Hein? Non, mais quand on dit que Guetta pogne des chope des poteaux, pauvre lui, il n'y a pas de chanceux. Mais Chris, poteau, c'est pas un tir cadré. Les gars, quand tu shoots le poteau, tu n'as pas marqué. Non, mais Allman, c'était un tir cadré. C'est juste qu'il lui manquait les 4 cm pour passer au-dessus de la mitaine. C'est ça. Mais moi, comment tu évalues? OK, mettons, les gens disent, OK, c'est John Foust le problème. Mettons que les gens ils pensent que c'est John Foust. OK, tu mets un autre entraîneur. Est-ce que les gars vont se mettre à marquer plus de buts? Est-ce qu'ils auront un pourcentage de réussite meilleur? Peut-être qu'il peut amener des petits trick plays, des petits set plays offensifs. Doug Boulanger parlait samedi qu'à Lausanne, c'est rare qu'on voit le défenseur appuyer l'attaque, comme Genève le fait très bien, par exemple. Un quatrième, venir créer le support, le surnom, créer un 4 contre 3 ou un 4. Peut-être. Mais à un moment donné, tu peux générer tout ce que tu veux, mais comme coach, quand les gars ne me mettent pas au fond, là, tu regardes les chances de marquer à la fin du match, puis il faut que je fasse quoi de plus là, à un moment donné? Je ne peux pas la mettre au fond pour eux. Là. Donc, si tu mets un autre entraîneur, est-ce que ce sera différent? Est-ce qu'on va Stekatch va se mettre à faire des points? Est-ce que Berchi va se mettre à faire des points? Est-ce que Ria va remplir le goal? Est-ce que... le truc, est-ce que c'est pas un skill coach dont il y a besoin pour pouvoir travailler, prendre sans shoot pendant une séance d'entraînement uniquement, et puis travailler avec une cible, et puis viser
viser un petit panier dans la lucarne gauche en tirant depuis le cercle à droite. Ça, ils le font, je peux vous dire, parce que mon fils s'est entraîné avec Lausanne l'été passé, au mois de juin notamment, puis il en faisait tous les jours quasiment sur la glace. 3 fois par semaine. Donc, au bout d'un moment, tirer précis quand tu n'as pas de pression, moi, je sais. C'est clair que c'est pas la même chose. Dans l'action, il y a un gardien, puis il y a un petit bout de l'histoire qui ne s'enseigne pas. Sinon, tout le monde marquerait 25 buts. Hein. Au bout d'un moment, s'il suffisait de tirer pour marquer, si tout le monde a le même pourcentage de réussite, c'est comme les expected goals. Les expected goals, ils disent que de cet endroit-là, le taux de réussite, c'est, je sais pas, c'est 20%. OK, mais si c'est Hoffman qui shoot ou c'est moi, à mon âge, parce qu'à l'époque, c'est autre chose, on est d'accord. Ouais, mais bon, tu jouais à Vigny-le-Châtel en première ligue, Steph. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas la même chose. C'est pas. Et puis moi, je pense que Lausanne, le Lausanne qu'on a vu au début de l'année, qu'on a vu samedi, puis qu'on verra, moi, je vois, ça va être difficile de changer il y aura peut-être des bonnes séquences, des moins bonnes séquences, mais ce Lausanne-là est le même depuis le début de l'année. Par ça, on parlait entraîneur depuis samedi. Il y a Bobby Dolas qui a rejoint le staff d'entraîneur sur le banc. Bobby Dolas, il avait fait une apparition l'année passée déjà, hein, en fin de saison. C'est l'entraîneur, ex-entraîneur désormais des U17, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est comme avec Ricard Franson, c'est amener une nouvelle voix dans le vestiaire auprès des joueurs. C'est peut-être cette manœuvre-là qu'a fait Petr Svoboda en décidant de l'ajouter au coaching staff. Il était venu pour ça à la base, hein? Puis finalement, il a fini avec les U17. Et puis voilà, écoute, pourquoi pas? Je veux dire, Petroviski, c'est pas un ancien défenseur. Voilà. De Bobby Dolas, on va respecter sa carrière quand même. Bobby Dolas, c'est quand même un gars qui a une belle carrière à NHL. Il a roulé sa bosse, il a joué un peu partout. Il l'a eu dur. Donc, franchement, je pense qu'il a quand même l'expérience suffisante pour apporter quelque chose à la brigade défensive. Est-ce que ça va donner des résultats? On ne sait pas, mais pourquoi pas? Je veux dire, à un moment donné, on essaye de faire bouger les choses. Ça peut peut-être aider un petit peu. En tout cas, l'histoire de mettre la pression sur les entraîneurs, ça a fait réagir dans le chat. Hein, Vladi et Fabien notamment qui disent qu'on met trop souvent et trop facilement la pression sur les entraîneurs. La faute sur les entraîneurs. Et Vladi dit, ouais, mais en NHL, il y a les GM qui sont là pour ça aussi, pour prendre le fusible. Donc, voilà. Mais quand même, moi, je reviens à John Fuss. C'est quand même 2 poids, 2 mesures quand tu compares avec Patémon. Patémon a été viré parce que les résultats n'étaient pas bons, mais il y a toujours eu une équipe décimée. John Fuss a une équipe qui a relativement été en santé. On va mettre des guillemets, là, mais il n'y a pas eu des équipes lourdement touchées par les blessures depuis le début de la saison. Mais on le laisse en poste. Pourquoi? Peut-être qu'on est conscient que niveau signature, il y a des manques importants au niveau des marqueurs de but. Peut-être que on est conscient dans l'équipe que la faute revient peut-être justement à l'évaluation de certains joueurs, certains étrangers qui ont sous-performé, Varone par exemple en début de saison, et qu'on ne veut pas mettre la faute à l'entraîneur, alors qu'à Genève Servette, on ne s'est pas gêné pour rapidement taser l'entraîneur. C'est 2 poids, 2 mesures. Ça dépend vraiment des manières de penser des GM, là, mais clairement, John on n'est pas à l'interne. On ne sait pas toujours ce qui se passe à l'interne. Comme disait Yann Alston, je me souviens quand j'étais dans le bureau avec lui, quand il avait licencié Dan Ratouchny, il m'a dit, Steph, il y a des red flags partout. Là. Il y a des drapeaux rouges partout, sur ci, sur ça. Il y a plein de petits trucs à l'interne qui se passent que les gens ne voient pas. Nous, on voit le résultat final. Là, ils ont gagné samedi. Ah, Lausanne est transformée. Se calmer, là. Puis là, ils vont perdre le prochain, ou je ne sais pas. S'ils perdent le prochain ou les 2 prochains, les gens vont dire c'est une catastrophe de nouveau, il n'y a rien qu'à changer. Les gens, c'est les émotions, c'est tout le temps le dernier match ou les 2 derniers matchs qui font foi avant Noël, c'est une catastrophe. Tout à coup, c'est rassurant. C'est comme. Et quand tu es directeur sportif, quand tu es manager, il faut que tu vois ça big picture. Donc, il faut que tu sortes de la déception du match. Puis de réanalyser ça 2 jours après froidement, tac, 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 on discute. C'est comme ça, hein, c'est comme ça que tu y arrives. Et malheureusement, souvent les décisions intempestives ne sont pas prises de cette façon-là. Mais c'est là où on ne peut pas juste juger le classement puis les résultats pour juger du travail du coach non plus. Là. C'est ça. Il y a beaucoup de données qu'on ne connaît pas. C'est ça. Au bout d'un moment, comme je dis, si tu ne marques pas de but, là, c'est quoi le déclic offensif du côté de. Il y a beaucoup de joueurs pareils finalement. Peut-être qu'on s'est trompé sur certains gars. Peut-être qu'on pensait que Sekatch allait nous en faire 40, 50 points dans cette ligue-là, étant donné son patin, son gabarit, etc.
c'est pas le cas, mais est-ce que si Sekac jouait avec Malgin, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi. Il suffit d'un ou deux joueurs un peu meilleurs qui emportent tout le monde dans son sillage, tu sais, qui créent de l'attaque, qui génèrent de l'attaque, puis tout à coup, Berchi, au lieu d'avoir 22 points, il en aurait 30, presque un point par match, puis tout à coup, Sekac aurait 6 buts de plus, et puis voilà, donc... Comme avec DC, on met Paris en Ben bouteille, oui, mais c'est ça, New mais York en pour vitrine. l'instant, ils n'ont pas ce joueur-là. Ils n'ont pas remplacé Malgin et Hudon au niveau offensif. On les a remplacés par des joueurs avec un gros volume de jeu, avec probablement plus puissant, mais on le voit, ça. Mais la finesse n'a pas été remplacée. Puis au bout d'un moment, c'est un équilibre entre les deux qu'une équipe a besoin. Alors Fabrice est d'accord avec ce que tu disais. Lausanne n'est pas transformé, rien de rassurant contre le GSHC. Il y a Christian qui veut revenir sur le troisième but. La faute d'arbitrage sur le troisième but, qu'en pensez-vous? Yann Cadieux a dit à Grégory Beau du Blic qu'il avait entendu un coup de sifflet juste avant, et c'est pour ça qu'en fait il contestait. Il râlait. Ouais, parce qu'il n'y a pas... Il y a hors-jeu différé quand Tom Ernest remet la puck dans la zone, mais comme il n'y a aucun joueur de Genève qui touche à la rondelle, pas de raison de siffler. Garnett rabat le puck, le reprend, il n'y a pas de passe avec la main. Et effectivement, moi j'ai réécouté, j'ai vu ça, cet article-là de Grégory. J'ai écouté la vidéo, j'ai mis mes écouteurs. Je sais pas si moi je ne l'ai pas entendu. Après ça, à la fin, peut-être, mais vous savez, des fois, le son. Je ne sais pas. Est-ce que si un juge de ligne avait sifflé, parce que ça doit être un juge de ligne qui a sifflé forcément, celui qui avait le bras en l'air, peut-être qu'il se dit, oh, finalement, il y a un joueur de Genève. Il a le sifflet à la bouche, en tout cas, sur les images. Alors, mais ça c'est toujours le truc quand tu es arbitre. Je dis toujours aux jeunes arbitres principaux, notamment, quand vous arrivez proche du but, ne mettez pas le sifflet dans votre bouche comme ça, parce que dès que vous l'avez dans la bouche, les images vous disent, il est en train de siffler. Mais des fois, il y en a qui ont le sifflet à la bouche comme ça, puis attendent, à coup de pas que ça libère, enlève le sifflet, il n'a jamais sifflé. Alors, mets ton sifflet à la hauteur de la poitrine, puis au moment où tu siffles, seulement au moment où tu siffles, tu le mets à la bouche, parce que ça donne l'impression que tu es en train de siffler, alors que tu ne l'es pas toujours en train de siffler. Alors, mais est-ce qu'il a sifflé? Je ne sais pas. Si les joueurs de Genève ont entendu ça, ils n'ont pas tous rêvé non plus, on s'entend. Mais ils ont arrêté de jouer sur la séquence. Quand tu regardes, quand tu renvoies le but, les deux qui sont à côté de Garnett, ils s'arrêtent de jouer. Moi, je pense qu'ils ont entendu quelque chose. Moi, je pense qu'ils sont arrêtés de jouer en pensant qu'il y avait hors-jeu. Mais voilà, mais maintenant, mais si le juge de ligne, s'il y en a un qui a imaginé, qui a halluciné un instant puis qui a sifflé, pourquoi il ne l'a pas dit? Il aurait pu dire j'ai sifflé, c'est fini. Non, c'est sifflé. C'est pas dur. J'ai sifflé. Pourquoi? J'ai sifflé. J'ai halluciné un moment, mais peut-être, je trouve ça un peu gros parce que les arbitres ont des micros aussi, donc ils s'entendent un peu. Donc, je sais pas. Se remettre la parole d'un juge de ligne ou d'un arbitre en doute, j'en sais rien. Bon, je pense en tout cas, Yann Cadieux a dit je veux pas lancer une polémique. Non, mais ça, j'ai trouvé très correct l'article aussi. Et la réaction de Yann Cadieux. Sur le moment, il est fâché parce que son équipe vient d'encaisser un but. C'est normal. Il veut une explication. Il n'a pas l'explication satisfaisante. C'est normal, mais après, il était au calme et il a dit voilà, moi j'ai entendu un coup de sifflet, je comprends pas. C'est pas le fait, comme tu le dis, qu'il rabatte le puck, qu'il le récupère et qu'il tire, puisque ça, de toute façon, il ne pouvait pas le revoir à la vidéo puisque ça se passe pas en zone offensive. Ouais. Voilà. Pour répondre à Fabrice qui pose une question par rapport à Frolic qui est encore en protocole Covid. C'est pour ça qu'il n'a pas joué samedi. C'est son voisin ou bien? Non, ça nous a été donné par le... C'est toi qui dis ça ou c'est Fabrice qui nous dit ça? Non, Fabrice nous pose la question de savoir pourquoi il n'a pas joué. Et Lausanne... Non, j'ai chez eux, il est enfermé chez... Lausanne nous l'a communiqué. Le voisin. Lausanne nous l'a communiqué avant le match que Frolic était en fin de protocole Covid et qu'il n'était pas encore sorti de quarantaine. On ne nous a pas dit s'il avait chopé le Covid ou pas, s'il était cas contact comme Roger Carrère ou s'il avait été infecté par le Covid, ce qui n'est pas la même chose. Mais voilà, c'est pour ça qu'il était absent lors du dernier match. On avait une question, on a beaucoup évoqué Malgin dans le chat. Stéphane, tu l'as aussi beaucoup évoqué. On avait une question d'Anthony avant l'émission. Est-ce que Malgin est en train de sauver la tête de son coach à Zurich? Il commence à retrouver l'impact qu'il avait à Lausanne. Et là, je pense que les supporters lausannois doivent regarder du côté de Zurich en se disant Denis Malgin, finalement, qu'est-ce qu'il aurait fait du bien à notre équipe? Jonathan, ça fait un moment que tu n'as pas entendu. Vas-y, Joe, vas-y. Il manque tellement à Lausanne. Il y a quoi? J'ai regardé ses statistiques. Là, c'est 10 points à ses 4 derniers matchs, dont un des matchs qui a été blanchi. Là.
mais les 3 derniers qui s'est inscrits à la fin de pointage, c'est 10 points quand même. Denis Malgin a un impact immense dans le championnat. On l'avait vu l'année passée de toute façon à quel point ce gars-là pouvait être dominant. Est-ce qu'il a sauvé le job de son entraîneur? Je pense que les performances de Zurich dans les derniers matchs sauvent le job de Grönborg, parce que je pense que si Zurich ne se rend pas en demi-finale, je pense que c'est un constat d'échec, mais solide du côté de Zurich. L'équipe n'allait nulle part à un certain moment dans la saison. Là, viennent de signer 5 victoires consécutives. Oui, Malgin est artisan de ces victoires-là, mais je pense que toute l'équipe en entier commence à mieux jouer, à tirer dans la bonne direction, enfin, parce que c'est un groupe qui ne peut pas se permettre de ne pas faire les playoffs. Et même encore là, 6e position. Zurich n'est pas à sa place. C'est pas sa place. Par contre, là, il se rapproche dangereusement de Davos et de Bienne. D'ailleurs, Bienne, c'était une victoire importante hier aussi parce que Zurich a gagné. Mais Denis Malgin, sans peut-être avoir... peut-être qu'il va recevoir une bonne petite bouteille de vin à la fin de la saison gracieuseté de son coach. Mais je pense qu'il est, oui, grandement artisan des succès de Zurich ces temps. C'est un joueur tellement dominant, Denis Malgin. Au début de la saison, j'ai senti aussi qu'il se cherchait. J'ai commenté Zurich 2 ou 3 fois, là, puis c'était pas encore le Denis Malgin qu'on avait vu la saison dernière à Lausanne, mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'on voit le vrai Denis Malgin. Je crois que tu as répondu à la question. En tout cas, ça laisse s'envoie à Stéphane. Stéphane, je vais te poser une question par rapport à un autre joueur. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller regarder sa fiche Elite Prospect, puisque Richard, comme on ne va pas parler en long, en large de Fribourg, qui n'a pas joué, qui ne joue pas cette semaine, il y a cette rumeur avec le défenseur tchèque Jakub Nakladal. J'espère que je l'ai prononcé juste. Il y a un autre joueur de tennis, Nakladal. On sait que Christian Dubé a confirmé à nos confrères de la Liberté qu'il y avait intérêt pour ce joueur. Pas de confirmation du côté de Fribourg-Gotteron. Hein. On n'a pas reçu de communiqué de presse pendant l'émission pour nous dire que Nakladal avait signé. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Est-ce que tu le connais un petit peu? Je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. J'ai vu ça. C'est un vétéran, semble-t-il. Écoute, je ne sais pas. Mais il y a encore du budget pour Fribourg, pour les étrangers. On a un budget serré et tout ça. Mais là, en même temps, si tu le signes à ce stade-ci de la saison, il coûte quand même moins cher. Le budget qui reste, là... C'est clair. C'est clair. Tu attends à la fin de la saison pour te renforcer. Ça, c'est une théorie qu'on a entendue justement vendredi en discutant à Patinoire des Vernets. C'est que les équipes l'année prochaine, par exemple, n'engageront pas 6 étrangers dès le début de la saison. Plutôt qu'engager un 6e étranger à un prix, mettons, à 200 000 francs net, on va dire un prix comme ça, totalement au hasard. Et plutôt un étranger, pas forcément un top-notch, comme on dit. Tu attends en janvier-février pour aller chercher un top-notch, puis tu lui donnes le 200 000, il va te coûter plus cher. Donc, tu sacrifies une demi-saison et tu vas chercher, tu sauves l'argent, puis tu vas chercher un top-notch. Tu investis ton 200 000 sur un joueur bien meilleur pour la fin de saison. Ça, c'est une théorie qu'on a entendue. C'est intéressant. Grégory Beau nous en parlait vendredi, d'ailleurs. On va le dire. Et c'est une théorie que j'ai entendue aussi par ailleurs, mais qui est intéressante. Est-ce que Fribourg n'a pas fait ce choix-là de dire on tourne à 4 toute l'année et puis à la fin de l'année, on va aller chercher un renfort? Je pense que beaucoup d'équipes vont chercher un renfort pour les playoffs, en vue des playoffs, parce que c'est un étranger qui est blessé, etc. Et je pense qu'aller chercher un étranger en défense, c'est pas fou du côté de Fribourg-Gotteron. Et je pense que ce serait plutôt... Je ne connais pas le gars, mais ce serait un assez bon move, à mon avis, de la part de Christian Dubé, d'aller mettre ses billes dans un défenseur étranger supplémentaire. Alors si je regarde un petit peu ces statistiques, j'ai sa fiche sous les yeux là, c'est plutôt un défenseur défensif. Son plus gros total de points, c'est 26, 9 buts marqués. Donc, il ne faut pas attendre non plus des miracles de sa part. Mais non, mais on n'a pas besoin d'expérience. On a Gunderson pour ça. Ouais. Il a joué en KHL, il a joué 30 matchs en NHL, il a joué un peu en AHL, il a joué en Tchéquie, il a joué un peu en Finlande. Et le gars a de l'expérience. Il joue au championnat du monde, aux Jeux Olympiques. C'est un droitier. Imaginez quand même Dave Suter, Raphaël Diaz, et là... ce défenseur Nakladal, ça fait quand même de la profondeur défenseur droit. Ouais, et Gunderson qui est très offensif, c'est pas plus mal d'amener un défenseur défensif à droite si par exemple Suter se blesse, par exemple, parce qu'en ce moment c'est souvent Gunderson avec Suter, mais
au moins tu as Nakladal qui peut jouer à ce poste-là. C'est une belle police d'assurance. On va dire affaire à suivre. Puis comme Ludovic le dit, il est capitaine de son équipe Ponchiki, donc Fribourg pourrait faire une ligne avec tous les anciens capitaines et capitaines sous contrat. Ils vont marquer dans les coursives le Captain's Way, le nom le truc qui mène au vestiaire, ça va être la rue des capitaines. En tout cas, sachez que c'est jusqu'au 1er mars pour signer des joueurs étrangers en National League. Enfin, c'est la règle IHF, jusqu'au 1er mars pour signer des joueurs qui peuvent venir de l'extérieur de la Suisse ou une licence étrangère. Voilà pour ça. Et puis on va quand même revenir juste sur Lausanne, puisque j'ai reçu un WhatsApp de notre chef Alex qui nous disait que Bobby Dolas est responsable des défenseurs sur le banc du LHC. C'est pas ça qu'on a dit? Je sais pas. Je pense qu'il y a eu une hésitation dans notre part et. Si, j'ai coach les défenseurs. Je l'ai dit samedi en studio, je l'ai dit samedi dans l'émission de talk, je pense. Mais Bobby Dolas s'occupe des défenseurs, effectivement. Il n'est pas responsable du power play, là. On s'entend. Voilà. Donc, messieurs, je pense qu'on va s'intéresser maintenant au 3e club roman qui a joué, c'est-à-dire le HC Bienne. Un HC Bienne qui a eu une mise en route quand même un petit peu difficile contre Ambri Piotta hier. Mais les Zélandais ont finalement trouvé la solution pour museler les Tessinois. Puis ensuite, avec ce but marqué après 8 secondes de jeu au début de la 3e période par Rayala, ça change complètement la tournure de la fin du match. 4e blanchissage pour Joren van Pottelberg, quand même, on va le souligner. Certes, on a déjà pas mal critiqué Ambri Piotta qui a de la peine à marquer, que ce soit avec ses joueurs étrangers ou avec ses joueurs suisses, à part contre Genève Servette, de temps en temps, 10 buts. Voilà, il s'est passé... Bienne a fait, tu le disais Joe tout à l'heure en parlant de Zurich, a fait une bonne opération au niveau du classement puisque ça permet de refaire un petit peu l'écart avec les LSC Lions. C'était un peu dangereux de voir Ambry débarquer à Bienne parce que justement, il avait joué 2 jours plus tôt contre Genève, était un peu certainement amer de cette défaite-là. Et c'est dangereux pour une équipe comme Bienne là, de sortir, de reprendre l'action contre une équipe qui, elle, a déjà un match et une pause, parce que c'était pas 2 matchs en 2 jours, là, c'était 2 matchs, une journée de congé ou entraînement, plus un autre match. Donc, c'est pas 2 matchs en 2 soirs, mais Ambry, encore une fois, c'est un adversaire qui se bat, mais qui manque beaucoup d'occasions. Et Tony Rayala a été Tony Rayala. Son but est magnifique. Son but, c'est du Tony Rayala. Mais quand tu regardes, on a donné la ligne bleue beaucoup trop facilement à Tony Rayala. Il y a 4 maillots blancs autour de lui, 1 derrière et 3 qui sont presque rendus à la ligne de ringuette, là. Alors là, va falloir que tu expliques ce que c'est, la ringuette, parce que ça, c'est très québécois. On va faire une émission spéciale ringuette. On va faire le overtime ringuette. On va faire aussi mini-golf prochainement. Non, mais la ligne de ringuette, en fait, là, c'est le haut des cercles de mise en jeu. Là. C'est que nous, au Canada, c'est la ligne de ringuette. Donc, et les défenseurs sont déjà rendus là. On donne la ligne bleue beaucoup trop facilement. Et quand tu regardes les buts de Bienne, c'est beaucoup d'erreurs défensives d'Ambry. Au final, c'est ça qui les a coulés. Mais Bienne va chercher des gros points, des grosses fractions de points par match. Importante en sachant là, que Davos et Zurich sont vraiment en course avec eux pour le 4e rang. J'ai bien aimé Rayala aussi sur le premier but avec la feinte qu'il fait où, alors certes il profite que Isako Dotti se jette un petit peu trop vite sur la glace, mais il efface aussi Tchatcho qui ne peut plus maîtriser le puck sur le tir, juste avec ce toe drag, donc ramener le puck vers lui. Ça a l'air facile, mais ça a l'air très facile, ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui se seraient fait enfermer, puis, mais lui là, c'est ce talent, mais c'est le genre de joueur qu'Ambry n'a pas. Ouais. Parce que je me souviens, il y a une séquence, j'ai regardé aussi, j'ai zappé entre les 2 matchs, je vais être franc avec vous. Et à un moment donné, Reagan se présente à 2. Avec Pestoni, ils sont à 2 contre 1. 2 contre 1, puis Radgab plonge exactement comme Dotti, ou le défenseur d'Ambry. Et puis Reagan le contourne, il s'arrête, il est arrêté. Il y a eu, je pense, 2 secondes qu'il était arrêté. Il fait la passe, fait pas la passe, fait la passe. Il y avait la moitié du but ouvert, on le voyait parce qu'on était dans l'angle de la caméra. Ben, il a réussi à shooter sur l'épaule. Tac, tac. Il est revenu au banc, fracasser sa canne. Mais voilà, il faut que tu la mettes dedans. À un moment donné, c'est ton job. Dire, ouais, mais t'as vu, coach, j'ai fait un beau jeu. Ben oui, coach, c'est super ton jeu. Mais là, la prochaine fois, ce serait le fun que tu la mettes au fond. Non, mais à la fin de la journée, c'est ça. J'ai vu Gaétan Haas faire des bons jeux aussi, mais voilà.
Non, je ne reviens pas sur Guétanas tout le temps, mais à un moment donné, tu dois, comme on dit en anglais, show me the money. Il faut que ça soit payant dans ton jeu. Il faut que ça paye au bout d'un moment parce que ça ne suffit pas de dire j'ai passé proche puis j'ai créé de l'attaque et tout. Reagan a 2 buts cette année. On ne l'a pas engagé. Oui, c'est un bon gars dans le vestiaire et tout ça. Mais à un moment donné, mon ami, c'est un étranger comme lui qui joue comme premier bloc et tout. Il a marqué 10, là, non? Je ne sais pas, 10, 15. Produire. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as le power play, tu as tout. Bref. Mais Ambry a ce problème-là. Et voilà, Chereda et puis Matt s'arrachent les cheveux aussi. Eux, ils ont encore des cheveux, donc ça va, mais il faut que tu n'en as plus. Mais c'est le même genre de constat. C'est qu'à un moment donné, tu veux créer l'étincelle, puis ça ne vient pas, quoi. Puis encore une fois, comme je disais dans ma chronique la semaine passée, c'est des équipes qui, sur la longueur, les petits budgets, moins de profondeur, moins de ci, moins de ça. Tu ne peux pas te tromper sur ces étrangers. Je pense qu'ils sont un peu trompés sur leurs étrangers cette année. Kozun est parti. C'est un gars qui avait une mauvaise attitude et tout. Macmillan a été flamboyant au début, on le voit moins. D'Agostini a un genou qui est fini. Reagan, il est en fin de carrière. Il est bon dans le vestiaire, mais il ne produit pas. Donc, au bout d'un moment, ces équipes-là, ils n'ont pas le budget d'aller en chercher 2 autres tout à coup. Là, ça ne va pas, on va en chercher 2 autres, pas de problème, on a le budget, puis quand il n'y en a plus, il y en a encore, on roule un autre tiroir. Ça ne marche pas comme ça, Ambry, tu ne peux pas te planter. On sait qu'il n'y a pas de profondeur chez les joueurs suisses. Là, si tu plantes sur tes étrangers, tu payes le prix. C'est exactement ça. C'est le lot des équipes qui n'ont pas de budget. Qui ont un petit budget, nettement moins que les grosses cylindrées, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on se retrouve toujours l'an dernier parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne joue pas, quoi. Il y a Patrick qui aimerait un lexique français-québécois. On fera une émission spéciale une fois où vous nous sortirez toutes vos plus belles expressions avec les traductions. Vladi dit par rapport à Ambry, ça fait 20 ans qu'il y a des problèmes pour ne pas faire de belles saisons. Vous ne trouvez pas? Comment arrive-t-il à survivre en National League? Alors, on sait qu'il y a un gros sponsor qui est du côté d'Andormat avec un investissement financier. Ouais, puis il y a Kikodoro aussi. Il y a Kikodoro, lui, qui est de l'autre côté, qui est en Léventine. Ouais. En même temps, si Kikodoro, qui se trouve à Biasca, si je ne me trompe pas exactement dans la géographie, ne sponsorisait pas Ambry Piotta, je pense que ça grincerait des dents en Léventine. Non, c'est clair. Mais bon, avec la nouvelle patinoire, on s'entend que maintenant, ça sera un peu mieux. Plus de recettes. On parle de peut-être 2 millions de budget de plus. Cool, c'est bien, c'est pas mal, mais ça les approche du peloton, mais voilà. Si vous regardez le classement, c'est pas de miracle, les gars, à jouer, plus petit budget, Langnau et Ambry encore une fois. Et puis si vous regardez les budgets de Genève, Lausanne, Lugano, et puis c'est qui l'autre équipe là, qui est là au milieu? Berne, c'est même pas proche, hein, même pas proche. Je veux dire, voilà, il y a un moment donné, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas... Tout ce qui est cher n'est pas forcément bon, mais tout ce qui est bon est forcément cher. Mais, Pascal, tu as raison, mais pour revenir à Bienne, tu as parlé de Van Pottelberg. Depuis la moitié de la saison passée, il s'est vraiment établi comme un gardien numéro 1, très solide, encore très jeune. Il faut le dire quand même, c'est un gardien qui est en développement. 23-24. Avant 25 ans, gardien, c'est rare. Oui, et donc assez impressionnant de le voir. Puis la saison dernière aussi, je ne me trompe pas, il y avait beaucoup de blanchissage. C'est un gardien quand même qui a un bon pourcentage d'arrêt, qui connaît une bonne saison cette saison. Je me souviens, avant les fêtes, Pascal, on avait donné notre joueur du début de saison. Là. Moi, je voulais y aller avec un gardien. Puis d'ailleurs, j'en avais parlé avec Steph. J'étais allé avec Eschliman à Davos, mais moi, dans mes choix, là, il y avait aussi Van Pottelberg que je calculais parce que je pense que il avait de grandes pointures à chausser avec le départ en remplacement de Jonas Hiller. Et petit à petit, il est en train de vraiment faire sa place. Reste à voir si l'appel de la NHL va lui parler. Alors, il avait eu 2 blanchissages la saison passée en saison régulière, j'ai été vérifié, après playoff aussi, puisque ils ont perdu en 2 matchs. Moi, ce qui nous inquiétait l'année passée aussi, au-delà des grandes chaussures à combler, prendre la relève de Jonas Hiller, c'est pas évident, c'est qu'il avait vécu une saison précédente un peu bordélique, pour être poli avec Del Courto, où ça s'était mal passé. Il avait été envoyé au Danemark, ensuite à Cloton. Il n'avait pas forcément non plus la confiance à Cloton, parce que justement, il n'avait pas de confiance à Davos. Et je ne sais pas si c'est l'effet Mark Streit, l'effet Bienne, l'effet Antti Tormelen, même si l'année passée, c'était pas lui qui était derrière le banc. Mais il a retrouvé une certaine sérénité en débarquant à Bienne, et peut-être aussi que ça lui a permis de prendre le dessus sur Elien Pope, et de devenir désormais numéro 1, puisque là,
on réfléchit même plus, j'ai l'impression du côté du HBN. Le Ah premier non. nom qu'on couche sur la feuille, c'est le sien. On remplit la case de gardien numéro 1, ensuite on met Eliampo pour numéro 2, et puis on fait le reste de l'effectif pour aller chercher, pour Et, aligner son équipe. et là, on Mhm. ramène un gardien vétéran comme deuxième pour la prochaine saison, là, Simon Ritz. Euh, donc, clairement, on ne veut pas de compétition. Là. On sait que le premier, c'est Van Pottelberg, puis on veut que du sang régional et parce que c'est un ancien du club et un vétéran qui va être capable d'être deuxième gardien derrière lui et de donner peut-être des meilleures sorties qu'il y a un Pope parfois qui est. Eliampo m'a donné confiance lors du dernier match, Steph, on était ensemble, hein, c'était à Lausanne, Ouais. un dimanche en octobre, donc ça fait depuis 2 mois qu'il n'a pas eu sa chance, à part être prêté en Swiss League à Langenthal. Je suis assez d'accord avec Vladi, pour l'instant c'est pas un gardien de National League. Non. Euh, C'est un deuxième gardien de Liga qui, si un gardien numéro 1 hyper dominant, un peu comme Bérard, etc. C'est un gars que tu peux mettre dans la cage de temps en temps. Puis tu espères qu'il sorte une bonne performance, mais c'est dur pour lui aussi. Donc, c'est clairement Van Polterberg. Mais l'année prochaine, pour Bien, les gars, si vraiment JVP part en Amérique, pour trouver un gardien numéro 1, Mais là, est-ce qu'on ne pourrait pas se tourner pour un étranger ou. Mais par contre, là, Van Pottelberg, il faut remettre en perspective. Le gars, c'est que c'est la dernière saison où ses droits vont appartenir aux Red Wings de Détroit. Donc, c'est sûr que Détroit va mettre la pression. Mais si lui veut se trouver du job ailleurs qu'à Détroit, il n'y a qu'à attendre une saison et ensuite, il y aura plusieurs clubs qui vont peut-être l'appeler. Reste à voir ce que lui décidera, parce qu'évidemment, là, on parle beaucoup de la NHL dans son cas, mais c'est simplement parce que Détroit, c'est la dernière saison où ils auront ses droits en C'est 4 NHL. ans. Tu avais 4 ans, ses droits. Ouais. Donc là, ce sera la dernière la saison prochaine. Donc, ils vont essayer de le signer cet été. Je serais surpris du contraire parce que c'est une équipe en reconstruction, c'est une jeune équipe. Donc, de miser sur un Van Pottelberg, un peu en AHL, peut-être comme deuxième en NHL, ça peut être intéressant, mais ça reste à voir si lui veut vraiment aller à Détroit ou si il veut attendre une saison de plus puis signer où il veut. Alors je vais faire comme Stéphane, je vais faire un mea culpa parce que je me suis trompé, c'était pas la saison d'avant, c'était en 2018-2019 qu'il a eu des soucis avec Davos en partant ensuite au Danemark et à Cloton. Voilà, comme On ça. te pardonne. Avec les années COVID, tout ça, là, ça perturbe tout. Ouais. Ça aussi, c'est du Il avait joué 25 matchs en 2019-2020 avec Davos. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Il y a Fabien qui nous demande est-ce qu'il faudra se méfier de Bienne en série si As se met à faire des points. Je pense que cette année, il va falloir se méfier de Bienne de toute façon en play-off. C'est une bonne équipe. Parce que c'est une bonne équipe. Il y a deux bonnes premières lignes, hein, même si Oui. As fait pas de points. Derrière, il y a la ligne zurichoise aussi qui est importante. Damien Brunner est revenu. Attention, ça va faire du poids sur la deuxième ligne avec Kunti et Kunsley. Donc, puis Ugly est rendu à 12-13 buts, les gars, quand même. Hein? Ouais. 13 buts, Ugly. Là. Ça en va sur une saison de 15-20 buts dans cette ligue-là. c'est peut-être lui que le buteur dont Lausanne a a besoin. besoin. 5 premiers marqueurs suisses du championnat. Si on peut le premier, c'est Motet. Ensuite, il y a plusieurs gars à 13 buts. Je parle des Suisses au niveau des buts. Marchand est deuxième à 13 buts avec quelques gars. Je n'ai pas tout sous les yeux, mais. Je suis en train de regarder ça. Il est non, c'est Ugly, il est 9e. Parce que il y a un paquet de gars à 12-13 buts, là. Hein? Il y a Motet à 16, Brunner Tsanger-Marchon à 13, Malguin, Fazzini, Andrighetto et Vic, et Ugly à 12. Voilà. Et dans Ugly, dans un bon peloton, là, si tu regardes les noms avec lui. Là, il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde, hein. Là, les gars. Hein, entre Vic et Ugly, ils font un petit peu tâche, entre guillemets. C'est pas une Est-ce que vous croyez que Lausanne prendrait ces 12-13 buts-là? Pas qu'un peu. Hein. Par exemple. Pas qu'un peu. Par exemple. Mais bon, voilà. Mais écoute, Lausanne, moi, je pense que Bien une bonne équipe. Bien une jolie équipe. Hein. Sérieusement, j'ai encore l'œuvre. Je regardais jouer l'œuvre, là. C'est vraiment une tour de contrôle en défense. J'aime beaucoup ce défenseur-là. Il y a quelque chose de. Ouais, puis t'as Kunti, t'as Brunner, t'as Darayala, c'est une équipe qui est capable. Est-ce qu'ils sont assez bons pour aller au bout? Ça, c'est la grande question qu'on se pose toujours, parce qu'à la fin, on se dit toujours qu'on pense à Zurich, on pense à Zug, qu'on se dit à la fin, sur la longueur. Ouais, moi, je pense ça aussi, mais ils ont une équipe intéressante, toujours assez sympa à avoir joué. Il se passe quelque chose. Ça respire la sérénité du côté de Bienne. Même quand on perd, ça va quand même, pas de problème. On va passer à travers, on a confiance. C'est pas vécu comme un drame, comme dans d'autres clubs. Les attentes ne sont pas non plus démesurées. Et puis on se dit, c'est sympa. Tout a l'air assez sympa à Bienne, il faut le dire. Et voilà. C'est la culture qui est autour du club qui est comme ça. Les attentes ne sont pas
démesuré, mais il y a des belles choses qui se passent. C'est intéressant. Puis moi, quand je vois des Brunner, des Kunti en attaque, des Rayala, je me dis, pas mal. Il y a bien des équipes qui n'ont pas cette profondeur-là. Les joueurs suisses en attaque, avec Hugli qui a 12-13 buts, les joueurs suisses en attaque, à côté de Bienne, pas mal. Pas mal du tout. C'est sûr que si tu ajoutes à tout ça un Gaétan Haas qui débloque, parce que la question, c'est ça, c'est sûr que si Gaétan Haas débloque offensivement, ça devient une équipe avec une autre dimension, parce que là, tu aurais un autre joueur à se méfier encore plus, parce que je pense que on s'en méfie, mais c'est ça. On s'en méfie, mais offensivement, en ce moment, c'est pas ça encore. Mais en play-off, reste que l'enjeu est différent. Peut-être qu'il y a un leadership aussi, il y a une expérience. Il a déjà gagné un championnat avec Berne. C'est ça qui t'amène beaucoup de choses. Et en play-off, cette expérience-là, c'est peut-être ça qui a manqué en pré-play-off l'année passée contre Rapperswil. Cette fameuse expérience que là, en ayant Gaétan Haas, ça donne une dimension différente qui peut être hyper intéressante pour les play-offs. Donc, est-ce que c'est des favoris? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est une équipe à prendre au sérieux? Je crois que oui. Mais Gaétan Haas n'a jamais été un fin renard offensif. Sa meilleure saison, je pense que c'était 40 points. Il n'a jamais fait plus que 15 buts. Il n'a jamais été reconnu comme étant un joueur hyper offensif, plutôt un joueur complet, avec de la vitesse, qui excelle, qui peut jouer dans toutes les phases de jeu. Et puis là, ça fait 2 ans qu'il est en Amérique et puis qui est là pour faire prendre pour que Draisaitl et puis que McDavid prennent leur souffle. On s'entend, hein? Il va sur la glace furtivement 2 fois par période, juste pour ne pas prendre de but, pas perdre son face-off, puis il revient, puis il dit « Allez-y les boys, ça va de tôt ». C'est pour ça qu'il est revenu, parce que ça ne lui convenait plus. Mais c'est difficile pour lui aussi de passer d'un rôle de plombier à un rôle de premier plan. Puis quand il était à Berne, je vous rappellerai que Gaétan Haas, il jouait où, les gars? C'était le 3e joueur de centre. Mais il jouait avec Tristan Charvet et... Le 3e joueur de centre. Donc, ouais. Voilà, donc c'est quand même c'était une ligne qui fonctionnait bien. Oui, mais comme 3e joueur de centre, est-ce que dans un rôle de premier centre, est-ce que ça lui convient? Est-ce que Gaétan Haas, oui, il a joué en NHL, etc., il revient, il y a quand même beaucoup de pression, on lui a donné le C, on lui a donné un pont d'or, on a fait de toi le centre de cette équipe-là. Est-ce que Gaétan Haas a des épaules assez solides pour être le pilier, le poteau, l'élément central de cette équipe-là? Moi, je l'ai vu, un truc qui me dérange dans le Gaétan Haas, c'est pas que ça me dérange, qui me laisse penser que ce gars-là se met de la pression, c'est son body language. J'ai vu 2 fois samedi où il est venu près de marquer. Dieu sait qu'il vient près de marquer souvent. Contre Ajoie, là. Et il a fait la moue. Il a fait... Il est revenu au banc, puis il a fait... Ça me laisse penser d'un gars qui dit « Ah, merde! Là, il faut encore rater. Encore raté. Il faut que je marque des buts. » J'ai l'impression qu'il se met peut-être une pression qu'il ne devrait pas se mettre parce qu'il n'a jamais été un centre numéro 1 en Suisse. Il a toujours été un centre de soutien. Et là, il est centre numéro 1, on a fait le pilier. Peut-être qu'il se met énormément de pression. Il serre les mains sur la canne peut-être un peu trop. Moi, je l'ai vu contre Ajoie aussi. Il a marqué la moitié de ses buts contre Ajoie cette année. Contre Ajoie, là, il a graffiné. Je n'ai jamais vu le dernier match qu'ils ont joué contre Ajoie. Il a étalé au but, il a drivé le net, il a essayé, il a raté la cage, il a chopé le poteau. Je l'ai vu plusieurs fois regarder au plafond de la patinoire. Merde! Et peut-être qu'il se met trop de pression et peut-être qu'il n'a pas les épaules pour être un leader offensif dans une équipe. C'est un joueur trop complet pour ça, peut-être. Et son body language, pas me dérange, laisse paraître un certain inconfort, je dirais. Mais du moins, il ne l'a pas prouvé depuis le début de la saison. Non. Il n'a jamais fait ça. Hein? Il n'a jamais été centre numéro 1 dans une équipe. Même en Suisse, les gars, à Berne, c'était le 3e joueur de centre. En équipe nationale, il a été impressionnant, etc., parce qu'on voyait son patin, etc., mais il n'était pas le leader incontesté de cette équipe-là non plus offensivement, on s'entend. Donc, peut-être qu'il n'est pas dans la bonne chaise. Peut-être qu'on attend trop de lui offensivement. Mais il fait un paquet de trucs bien. Voilà, petite parenthèse. Patrick te dit... Je ne sais pas, les gars, je fais des solutions. Non, c'est mon esprit d'analyse qui me fait réfléchir à ça. Patrick nous dit Bienne reste une équipe sereine, on verra par la suite, mais ça va pas trop mal pour eux. Et il enchaîne, la grosse surprise cette année, c'est Rapperswil, incroyable. Ah ben, ouais. Tu crois? Non, pas du tout. Imaginez la revanche en play-off. Là. Que celui qui avait prévu que Fribourg et Rapperswil, c'était les 2 premiers au classement à Noël, lève la main. Alors, je pense que Henrik Nunez va débarquer pour dire que lui, il les voyait en play-off. Mais c'est un supporter de Rapperswil. Oui. Non, mais aussi bien. C'est une chose. Mais deuxième, sérieusement, là,
Wow. Actuellement, ce serait Davos, bien Davos, hein, pour tout ça. Gaëtan nous dit c'est le même rôle que Sponger à Fribourg, ça doit être le capitaine modèle, Non. le gros leader, le pointeur, il doit aussi faire le spectacle. Il Heureusement, peut il pas n'a pas faire ça. besoin de faire les burgers, c'est une énorme pression. Oui, c'est Non, mais exactement. voilà, Et il va dans on ton lui sens. on lui a dit fais le Julien Sponger. Et puis, il n'a pas ce talent offensif de Julien Sponger. Il n'a pas cette grinta. C'est pas le sniper. C'est pas le gars qui va te marquer le gros but de prolongation. C'est pas le gars qui va te faire soulever la foule. Sponger a ça. C'est une star. C'est une véritable star. Voilà, c'est ce que vous voulez, c'est à mon avis ce que vous voulez dire Gaëtan en comparant avec Sponger. C'est pas ce genre de joueur-là. Non, c'est clair. Mais voilà, il faut aussi. Il est très bon quand même. Je lui enlève rien. Je l'aime beaucoup, Gaëtan. J'adore ce joueur. Il faut qu'il trouve sa place, son rôle et sa façon d'être dans ses nouvelles responsabilités. Me laisse penser qu'il se met beaucoup de pression. Lui a mis beaucoup de pression. Parce qu'il revenait de NHL, on dit NHL. Hey. Oui, mais attends, il n'a pas joué dans ce rôle-là, NHL. Il joue 3 minutes par match, les gars. 3-4 minutes par match. Donc, pendant 2 ans, il n'a quasiment pas joué au hockey. C'est ça que ça veut dire. Ah, puis même l'image d'enlever le C à Kevin Fay, puis de lui donner. Parce que Kevin Fay, quand il est venu sur l'émission, on s'entend, en overtime, il ne voulait pas le dire, mais il l'a dit presque à mot couvert, là, qu'on ne l'a pas consulté du tout. On l'a enlevé, puis c'était ça. C'est ça. Il le prend pas mal, je pense, parce qu'il connaît Gaëtan Haas, puis il y a une bonne chimie au sein de l'équipe. Ça reste un titre plus honorifique qu'autre chose, mais reste que l'image que ça projette dans les médias, aux supporters, aux fans, tout ça, c'est on a notre star, on lui donne le C, on lui donne le premier centon. C'est beaucoup de pression quand même. C'est ça, exactement. Et Fabien rajoute une couche en disant le salaire doit aussi donner beaucoup de pression, beaucoup d'attentes par rapport à Gaëtan. Ben oui, parce qu'on lui a donné, on a fait un Berchi de lui, quoi. Berchi à Fribourg, ça va être la même chose l'année prochaine, les gars. Parce que Berchi, c'est pas Julien Sponger. Pour moi. C'est pas un Julien Sponger. Tu l'as déjà dit plusieurs fois et je pense que c'est aussi important parfois. C'est un excellent joueur. C'est pas un excellent, c'est un très bon joueur. Mais c'est pas le même joueur. C'est pas un gars qui est charismatique comme Julien. C'est pas Julien, on va lui faire une statue. Hein. Il y aura la Spronger's Way dans les vestiaires. L'avenue Sponger quelque part dans les coursives. Ça, c'est sûr. Ils vont peut-être rebaptiser l'allée du cimetière où se trouve la patinoire allée Julien Sponger. Exactement. Comme il y a puisque je suis avec mes deux Québécois, l'avenue des Canadiens de Montréal avec l'adresse 1909, avenue des Canadiens de Montréal pour le Centre Bell. Exact. Bon, monsieur, avant Steph est en train de rebaptiser toutes les rues à Fribourg. L'avenue des Capitaines, dans les coursives. On va rénover la patinoire bientôt. Il va manquer de couloir. Avant qu'on reparte sur Fribourg ou qu'on parte au NHL, on va parler du HC Ajoie. Un HC Ajoie qui n'a pas joué mais qui a fait un peu d'actualité le week-end passé avec un échange, on va mettre des guillemets puisque c'est un échange de bon procédé avec l'automne puisque Martin Ness terminera la saison avec les Aviateurs. Moi, le seul souci que j'ai dans cet échange, c'est que Ajoie reçoit 2 joueurs, certes, en échange, mais pour l'instant, selon le communiqué officiel, ils se disputeront le championnat jusqu'au 31 janvier au sein du HC Ajoie, puis une nouvelle négociation sera prise quant à la suite à donner sur leur mise à disposition pour le HCA. Et ces 2 joueurs, c'est l'attaquant Ramon Knell-Wolf et le défenseur Dario Bartolet qui viennent de Cloton. Messieurs, c'est quand même un petit peu bizarre comme tournure de phrase, hein. Soyons clairs. On donne un joueur à Cloton, mais on n'en récupère que pour l'instant jusqu'au 31 janvier. Semaines. Voilà. On a 2 pour 3 semaines. Je pense qu'il faut lire à travers les lignes. Là. Je veux dire que l'automne veut monter. Donc, on vous prête nos joueurs, mais en même temps, si on a besoin, on veut les avoir. Et on peut lire à travers tout ça que probablement qu'on met un X de toute façon sur la saison, on s'entend du côté d'Ajoie. Puis probablement que Martin Ness, on lui fait une fleur en l'envoyant ailleurs parce que sûrement qu'il n'était pas heureux à Ajoie. C'est un peu comme ça qu'il faut le prendre parce que je pense pas que c'est du gagnant-gagnant dans cet échange-là. Rien enlever aux 2 joueurs qui arrivent, mais si on est pour les avoir 2 semaines puis qu'ils repartent après, finalement, tu as donné Martin Ness à Cloton. C'est comme ça que je le lis aussi. Donc, écoutez, sérieusement, Bertolet, je ne connais pas. J'ai regardé son pedigree, j'ai fait 2-3 téléphones. Pas grand monde qui le connaît. Un gars qui a joué en Ligue B, qui n'a jamais fait partie des équipes nationales dans les mouvements juniors, pas de sélection, pas de ci, pas de ça. Pas les grosses stats. Après, un défenseur, il faut toujours faire attention aux statistiques. Ça dépend du type de défenseur. Il est jeune encore, il a 21 ans. C'est ça, c'est pas un gros grand bonhomme.
je connais assez bien les jeunes là, de cette génération-là, je vous dirais, parce qu'ils sont dans les âges que j'ai suivis, que j'étais à... Je sais pas. Tout à coup, quand faire un défenseur de Liga, tout à coup le prendre comme renfort, je suis un peu étonné. Attendons voir. Peut-être que ce sera la surprise. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose en lui que personne n'a vu. Et Knell Wolf, par contre, lui, je le connais. Je le connais. Je l'ai vu jouer souvent au Junior Elite. Et là, je vais vous dire que il ne fera pas... S'il était vraiment un joueur de Liga, ça fait longtemps qu'il joue en Liga. Il joue à Cloton. Il a dominé en Junior Elite à l'âge de 19 ans. Il a fait 2 points par match à 19 ans en Junior Elite. Mais dominer en Junior Elite à 19 ans dans une bonne équipe, ce n'est pas un exploit, les gars. À 19 ans, si tu domines en Junior Elite, c'est pas ça ne fait pas de choix un joueur de Liga. Tu domines beaucoup plus tôt, tu partes à l'étranger. Et il est très petit. Il mesure 1,69 m. Je veux dire, à un moment donné... C'est la taille de Garretro, il me semble. Je vois Garretro à 1,71 72. Quand on a petit à côté de Cole Caulfield, Steph, hein? Il est comme plus grand que Lino Martini. Hein. Ouais, Lino Martini, c'est vraiment... L'épicien Mully, c'est un exceptionnel pour sa grandeur, on s'entend. Même si Lino Martini ne marque plus autant de buts qu'avant, on s'entend. Mais, je veux dire, il n'a pas la vitesse à Martini, il n'a pas l'explosivité à Martini, il n'a pas le shoot à Martini. C'est un gars qui est en Swiss League dans une très bonne équipe, a un rôle de soutien, ne va pas affoler les compteurs, ne joue pas avec les 2 étrangers, ne joue pas incontestablement sur tous les powerplays. Donc, il n'est pas dominant en Swiss League dans une bonne équipe. Alors, pourquoi il deviendra un joueur de Liga tout à coup? Il va se retrouver dans une équipe de Liga qui joue sans la rondelle, beaucoup, qui joue ses contre-attaques à 1,69 m, ça sent la rondelle. Tu sais, j'ai beau le tourner dans tous les sens, là, mais je ne vois pas, le joueur que je connais, je ne le vois pas comme un renfort en Liga. Est-ce qu'il peut jouer en National League? Peut-être. Est-ce qu'il va aider? Loin d'être sûr. Il a du talent, mais il a un certain talent, mais pour l'instant, il n'y a aucune équipe National League qui l'a vu, ce talent-là. Je veux dire. Puis là, il va arriver dans une équipe qui prend l'eau, qui est compliquée, qui joue sans la rondelle. Je vois pas. Je vois pas. On va avoir quelques bons flashs. Là. Il est capable de shooter, il est capable de faire des trucs, mais je vois pas. Non, je vois pas. J'ai beau me forcer. Là. Ça fait plusieurs jours. J'ai fait quelques téléphones à gauche, à droite. J'ai dit tout à coup, il a élargi, il a pris 15 kilos l'été passé. Non, c'est pas ça. Voilà. Et puis, si Cloton veut monter, les gars, pourquoi il donne Knell Wolf? Je pose la question, moi. Si Cloton veut monter, pourquoi? Si c'était un joueur important dans leur équipe, regardez. Non? Disons que c'est pas Martinez qui va le remplacer, parce que Martinez, c'est un joueur défensif. Ouais, puis moi, Martinez, honnêtement, je trouvais que c'était correct ce qu'il faisait à Ajoie cette année. Évidemment, il ne crève pas l'écran parce qu'il ne patine pas et tout ça, mais ça reste un gars qui a un gabarit, qui joue au centre. Il y avait un rôle. Il avait un rôle. Knell Wolf, là, c'est un ailier, petit gabarit. On a déjà Arnaud Schneck, on a déjà Steven Maca, on avait un paquet de gars dans ce rôle-là. Je pense que, je ne sais pas, je ne suis pas allé aux sources de l'acheter à Joie. Je pense que simplement que Martinez voulait partir. Et puis on a dit, qu'est-ce qu'on peut avoir pour Martinez? Pas grand-chose. Puis on a fait des téléphones. Puis là, on s'est dit, on pourrait peut-être essayer ces deux-là. On verra. Je demande à être surpris, mais il ne faut pas que les fans de la Joie s'attendent à que ces joueurs-là transcendent l'équipe. Vraiment pas. Il y a Vladi qui soulève un très bon point en disant mais pourquoi échanger en Swiss League et pas chercher en National League? Telle est la question. Parce que personne n'en voulait. C'est la question. Je veux dire, à un moment donné, les transactions, là, on peut être dans la théorie, mais au bout d'un moment, tu n'as pas un cadre. C'est pas des directeurs sportifs, c'est pas des cons à plein temps. Mais tu donnes pour recevoir. Faut que tu donnes pour recevoir. Puis la valeur de Martinez en National League, je ne suis pas certain qu'elle est très haute. Non. Donc, tu reçois quoi? Tu es mieux d'aller voir en Swiss League. C'est là que tu vas recevoir le plus gros retour. En Swiss League, une équipe qui veut monter, elle ne va pas te donner plus qu'elle reçoit. Il faut que ce soit que c'est un rôle. Peut-être qu'il y a besoin d'un joueur de centre l'automne. Martinez a joué dans la région zurichoise, a joué à Rapperswil aussi. Peut-être qu'il va retourner dans la région. Voilà. Donc, mais ça, il ne faut pas voir ça comme un truc, la transaction qui va améliorer l'équipe. Là, du côté de la joie, je ne veux pas décevoir les gens, mais. Puis les transactions, comme tu dis, les directeurs sportifs qui répondent au téléphone, c'est pas des cons à plein temps. Il y a une chose quand même à l'avantage de Cloton, c'est que Ajoie va pas faire de play-off ou de pré-play-off, à moins d'un extraordinaire miracle.
Non. Donc ça veut dire que ces 2 joueurs, à partir du moment où Ajoie sera réellement éliminé, ils pourront les réutiliser de toute façon pour leur quête de la promotion. Même si les playoffs en Swiss League commencent Exact, avant. probablement qu'ils vont les rapatrier, puis peut-être qu'Ajoie, je veux dire, Ajoie, de toute façon, on va jouer pour jouer à la fin de la saison, on s'entend, là. Mais c'est vrai que je suis comme toi, Stéphane, moi je suis très circonspect sur cet échange. Je Il connais, y a sûrement quelque chose qui... Voilà. Comme tu dis, il devait y avoir quelque chose avec Martinez, et Un truc personnel, ouais. c'est la meilleure solution qui a été trouvée par Ajoie pour ne pas se retrouver coincé avec un effectif encore plus limité. Mm-hmm. En même temps, on va se le dire, là, pour Martinez, c'est une bonne affaire. Là. Tu passes d'une équipe où, où tout prend l'eau, et tu passes à une équipe qui veut monter, où tu vas compétitionner. Le projet est sympa. Même si tu es en Swiss League, là, le projet est beaucoup plus sympa en ce moment avec l'automne qu'Ajoie. Puis s'ils montent, ils vont peut-être le garder. Voilà. Il y a Fabien qui nous demande comment Ajoie doit gérer sa fin de saison. En faire quoi? Limiter les dégâts? Point d'interrogation. De toute façon, limiter les dégâts, oui. Après, essayer, je pense, ils doivent continuer à essayer d'aller chercher quelques succès, jouer le rôle de trouble-fête, et pas être le distributeur de points, puisque Stéphane Mauvaise-Langue, je t'ai entendu samedi dire que tout le monde essayait de recaser les matchs contre Ajoie le plus vite possible. Je t'ai dit, directeur sportif, c'est pas des cons en plein temps. C'est ta moyenne de points. Là. Si le match que tu veux pas jouer contre Fribourg, tu veux pas jouer contre Zurich, tu te dépêches pas de replacer les matchs contre les bonnes équipes. Mais contre Ajoie, tu te dépêches de le replacer. On s'entend que tu as toujours de l'espace dans ton calendrier pour Ajoie, non? Ben, Joe, toi qui as un esprit de directeur sportif qui est bien caché, là, tu fais quoi? Ah non, mais c'est sûr que je mets de la pression pour rejouer tout de suite contre Ajoie, contre Langnau, contre Ambry. Ben oui. Mais Ajoie, honnêtement, pour cette saison, là, on va se le dire, là, la saison, on joue pour la forme. Ouais. On va jouer les matchs parce qu'on a des matchs au calendrier et que la saison n'est pas terminée. Mais travaillons tout de suite à l'année prochaine. Là. Stabilisons ce qu'on a, ce qu'on peut stabiliser. Améliorons ce qu'on peut améliorer. Puis, parce qu'il y a des mécontents. Là. Je ne sais pas si Ness est parti parce qu'il était plus content dans cette équipe-là, mais j'ai eu ouï dire qu'il y avait quelques joueurs là, qui sont montés vers le président, on va dire. Là. La rumeur est persistante et plusieurs sources le disent. Il y a des joueurs qui sont montés jusqu'à la direction, mais jusqu'au président pour se plaindre de ce qui se passait dans le vestiaire, sur la glace, du coaching, machin. Donc là, tout ce qu'on avait prédit qui arriverait est en train d'arriver, les gars. Ben, c'est que c'est bien beau, là, l'histoire Cendrillon, l'équipe qui n'a pas de budget qui monte, on bat Zug, on bat Zurich, mais quand ça va vraiment mal, puis que tu enchaînes les défaites, tu commences un peu à regarder ton nombril, puis tu commences à penser à toi, puis tu commences à vouloir... mettre la faute sur les autres. Mettre la faute sur les autres, puis ça commence à faire des petites guerres dans le vestiaire aussi, puis il y a beaucoup de joueurs qui ne paraissent pas bien dans tout ça. Il y a des gars qui veulent partir, c'est sûr, il y a des gars qui ne sont pas heureux, puis il y a des gars qui vont monter en haut pour se plaindre. Donc, c'est sûr que le bel esprit d'équipe qu'on voyait l'année passée, puis cet été, là, d'ailleurs, dans le reportage, dans le documentaire qu'on avait fait chez Ajoie, là, le bel esprit sportif a peut-être pris un peu le champ. Là. C'est ça, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand tu te mets à perdre, on l'avait dit, ça va être dur, peut-être au début, les surprises, etc. Dans le creux, dans la longueur du championnat, ils sont en plein dedans. Et puis là, ça va finir par être la faute du coach, forcément, parce que les joueurs vont dire, comment ça se fait que lui, que là, ça ne marche pas, puis là, ça finit par être le coach, puis le directeur sportif, puis là, on se plaint, puis là, entre eux, ils se tirent dans les pattes. Il y en a qui disent, moi, je ne reste pas ici l'année prochaine, t'appelles ton agent, trouve-moi une place, moi, je ne veux pas rester. Tout ce qu'on avait dit qui arriverait. Je veux dire, à un moment donné, on ne fait pas... L'histoire le prouve, c'est toujours la même chose. Et ils sont en plein dedans. Et puis, la question qu'on pose, d'habitude, les médias commencent à le poser officiellement. Les médias ont été assez gentils avec eux jusqu'à maintenant. Tout le monde on se dit la première année. Et là, on pose des questions sur l'année prochaine. On leur pardonne beaucoup de choses cette année. La bisbille qui se passe, on l'avait prévu. Et là, on se dit, mais l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais là, on sait pas... On a signé des joueurs. Ils ont annoncé qu'ils ont signé des joueurs. Moi, j'ai bien hâte de voir, parce que si tu n'annonces pas tes joueurs, est-ce que tu essaies de cacher quelque chose? Parce qu'en ce moment, on s'entend qu'Ajoie a besoin d'une bonne publicité. Si tu as signé un joueur d'impact ou un joueur qui joue National League et tout, on s'entend que tu t'empresses à l'annoncer pour faire une bonne pub. Mais si tu n'annonces personne et que tu as vraiment signé des gars, est-ce que c'est parce que c'est des gars de Swiss League? Est-ce que c'est parce que c'est des gars qui ont 3 matchs d'expérience en National League et qui n'ont pas leur place? Puis
toutes ces questions-là se posent. Parce que si tu joues aux cachotteries, ça Ambry, joue ils ont fait rarement en ta quoi? faveur. Ambry, ils ont fait quoi? Tout le monde se râle des étrangers. Il y a beaucoup de pression au Tessin. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a énormément de pression, les médias, etc. Là, tout le monde est sous pression. Duka est sous pression, le directeur sportif. Puis tout le monde a dit tu t'es planté sur tes étrangers. Fine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé une signature. Philippe. Attends, j'ai fermé, j'avais ouvert en prévision de ça. Schlappick, ouais. Philippe Schlappick. Ouais, Schlappick pas. Mais le gars, il faut qu'il fasse attention aux copines parce que si je la pique. Mais. Oh là, on est en train de perdre Stéphane. Qu'est-ce qu'on a fait du côté d'Ambry? On a annoncé un gros poisson. On a dit, attendez l'année prochaine, on a un gars qui a un CV intéressant, qui a 24-25 ans, qui veut se faire une carrière. Il y a le profil de Dominique Kelly, Trudel quand ils sont arrivés. Parfait. Donc, on a rassuré tout le monde. Et comme tu dis, du côté de la joie, pourquoi on ne l'a pas fait? Peut-être parce que les noms ne sont pas si gros que ça. Ouais. Alors, l'autre solution, c'est que ça peut être des joueurs suisses qui sont actuellement en junior majeur. Et on sait que les clubs junior majeurs n'aiment pas tellement quand on annonce à l'avance les joueurs qui vont revenir en Europe. Ça peut être... qui serait plutôt une bonne nouvelle, puisque ça peut être... Parce que tu regardes Rapperswil, on donne des chances à des jeunes qui n'auraient pas nécessairement de place en National League. Est-ce que Ajoie peut miser là-dessus? De dire, on rapatrie des gars en Suisse, il n'y aurait pas nécessairement de place en National League, nous, on va leur donner. C'est peut-être là qu'ils vont essayer de miser, mais j'ai bien hâte de voir les noms. Écoutez, les gars, je connais bien le junior majeur. Les gars qui reviennent du junior majeur, ça reste des jeunes joueurs de hockey de 20 ans. Non, mais on est d'accord là-dessus. C'est pas eux qui vont te faire la différence. Mais Ajoie serait un bon endroit pour se développer, par exemple. Actuellement. C'est clair que l'année prochaine, il y aura la pression de la relégation. Si une équipe monte. Mais ça peut être, si on se retrouve de nouveau à 13 équipes l'année prochaine, ça peut être une très bonne place pour développer des jeunes. C'est un couteau de tranchant. Pour ça sera un autre débat une autre fois. C'est ce que disait Fabien. Il dit qu'est-ce qui peut changer pour la saison prochaine, ça va être compliqué. Oui, parce que développer dans une équipe avec en ce moment des résultats puis une attitude ou un climat comme ça en ce moment, je ne suis pas certain que c'est le meilleur endroit pour se développer. Tu as de la glace, mais tu as de la glace, probablement, c'est plus facile d'avoir du temps de glace. Mais est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu as une équipe qui prend l'eau où tout devient un peu négatif, où tu joues très passif dans ta zone, où tu as peu de temps de possession de rondelles? Il y a deux arguments. Oui, tu as de la glace, mais est-ce que tu as de la glace de qualité? Est-ce que c'est fait pour... c'est ce que tu sors de là qu'une plus-value? C'est ce que tu disais, à double tranchant. Et si tu en vas d'une équipe meilleure, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du temps de glace dans le top 6, d'avoir du power play parce qu'il y a plein de gars autour de toi qui peuvent l'avoir. Ça dépend comment l'organisation te traite, te met. Et au niveau des entraînements aussi, tu joueras des meilleurs joueurs, etc. Tu as plus de compétition, ton environnement est meilleur. C'est une question qu'il n'y a pas de réponse. Après, c'est du cas par cas. Mais je ne suis pas certain qu'actuellement, les agents se précipitent pour signer leurs jeunes à Ajoie. Ça, je peux le dire de source sûre. Messieurs, je vous propose, avant de parler du programme de la semaine et de conclure l'émission, une petite proposition de Gaëtan qui nous demande de nous projeter dans l'avenir. Alors, il parle de 2025, tout ça, mais déjà 2022-2023, y aura-t-il 14 équipes qui seront les deux petits poussets qui feront un tournus avec la Swiss League ou deux équipes qui vont sortir? Quelle sera la gestion de carrière des joueurs suisses avec 6 étrangers? Par exemple, si Zurich trouve 6 top shots importés ou un autre club avec des gros moyens, que vont faire des Malguin, Andrietto, Lunstein? S'ils partent pour jouer en powerplay, ça fera un ruissellement vers les petits budgets. Toujours point d'interrogation. La Ligue devrait-elle imposer un nombre minimum de moins de 23 ans? Il y a beaucoup dans la question de Gaëtan. On commence par laquelle? On va commencer par la première. C'est-tu des structures... c'est-tu celle des 14 équipes. 14 équipes. 14 équipes, je ne suis pas un fan du 14 équipes. Je l'ai dit depuis longtemps, je trouve qu'on dilue le produit. L'année prochaine, on va rajouter une équipe à petit budget, parce que l'équipe qui va monter, forcément, n'a pas un gros budget, même si ça sera peut-être mieux un petit peu plus qu'Ajoie, peu importe. On va rajouter un Langnau, Ambry et un Ajoie de ce monde. C'est ça qu'on va faire. Et là, le break des budgets et de la qualité de l'organisation, le professionnalisme et les moyens s'arrête à la 10e place maintenant. On est d'accord? Et on va rajouter une équipe dans le bottom 4 qui va se battre contre la relégation, qui va se battre contre
Ambry peut-être est toujours. Ambry, l'équipe susceptible de peut-être aller un peu plus haut, mais les trois autres, on s'entend qu'à un moment donné, il y a une limite technique. Moi, je suis très pragmatique. Oui, il y a le cœur, il y a l'engouement, il y a tout ce que tu veux, mais ça ne suffit pas à un moment donné. Et là, on va rajouter une équipe contre qui tout le monde va avoir à aller faire des points. C'est pas bon pour la santé de la Ligue. Oui, on rajoute, parce que oui, à 14 équipes, on rajoute des étrangers. On est obligé d'en rajouter. Parce que c'est sûr, certain que ça fait plus d'étrangers dans la Ligue, mais ça fait combien de joueurs suisses de plus rajouter une équipe et en rajouter 2 avec Ajoie, parce qu'avant, on partait de 12 à 14. C'est beaucoup de postes de joueurs suisses et on le voit avec Ajoie. Il n'y a pas tant de joueurs suisses susceptibles à avoir à être dominant en National League, à avoir des vrais postes en National League. Tu dilues le produit, tu n'as pas assez de jeunes qui se développent dans ton système pour dire, nous, maintenant, on devient une ligue de jeunes. La NHL, c'est une ligue de jeunes, mais pas ici, c'est pas encore une ligue de jeunes. Donc, ton produit va être extrêmement dilué à la longue. C'est ça, tu vas avoir 4 équipes qui vont donner des points aux autres. Ça va être agréable d'aller jouer là parce que ça va être des points faciles, mais tu enlèves l'esprit de compétition, la possibilité que ces équipes-là puissent aspirer aux playoffs. Déjà que tu fais des pré-playoffs pour inclure plus d'équipes dans le tournoi du printemps, c'est intéressant, mais là, tu rajoutes d'autres équipes qui, eux, rêveront même pas aux pré-playoffs. Donc, au final, moi non plus, je ne suis pas un grand fan des 14 équipes. Je préférerais 12 équipes avec une santé financière qui se ressemblent plus ou moins, ou du moins qui ont les rangs assez solides pour avoir des équipes compétitives, que 14 équipes avec 4 équipes qui tirent la patte. Il y a une dizaine d'années, on parlait de 10 équipes dans cette ligue-là. Je me souviens, j'étais dans les séances de la Ligue, les arbitres, on savait ce qui se passait, puis je parlais, évidemment, j'étais dans le réseau de la Ligue, et on parlait de baisser à 10 équipes pour être plus compétitif, plus relevé, etc., pour avoir des équipes plus homogènes au niveau budgétaire et tout. Et là, on parle d'aller à 14. Je ne vois pas le BINS. Après ça, on peut parler. En NHL, on fait de l'expansion pour avoir une couverture territoriale. On détient une équipe en Arizona, parce que pour la couverture médiatique dans le sud. Las Vegas, c'est pour les paris sportifs. Seattle, c'est le nord-est, on ne couvrait pas. Donc, c'est juste des contrats de télévision, d'aller chercher plus de téléspectateurs. C'est une stratégie purement commerciale. On s'entend? Matthew Holton montre, c'est quoi la stratégie commerciale? Remettre une équipe en Berne et Zurich, pas loin de Langenthal, pas loin de Vienne. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Le seul intérêt géographique que je pourrais avoir, c'est Viège. Viège, je pense que dans le Valais, il devrait avoir une équipe en National League. Mais là, c'est Sierre qui est en train de se monter une équipe pour ça, une organisation pour ça. Mais le seul intérêt, ce serait au niveau géographique, couverture du territoire, Viège serait intéressant. Mais c'est tout. Le reste, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. On dilue le niveau. Et juste une petite statistique, les gars, dans les 33 derniers matchs disputés par Ajoie, Ambry et Langnau, cumulés, ils en ont gagné 4. Même pas proche. Même pas proche. Au bout d'un moment, c'est ça la réalité. Puis on va monter une équipe pareille. On ne peut pas s'attendre à ce qu'Holton devienne une puissance du National League l'année prochaine. On parle d'un budget de 9 millions. Là. 9 millions, là, c'est peanuts dans cette ligue-là. Hein. C'est même pas la moitié. C'est la moitié de Vienne. Vienne qui se considère comme étant une équipe au milieu. Au bout d'un moment, il y a une logique là-dedans qui n'est pas respectée. On a beau dire oui, mais si on veut des équipes qui veulent juste faire valoir pour faire des sparring partners certains soirs, moi, je trouve que je ne suis pas fan de cette équipe. Et on veut s'en aller vers là, mais je ne suis pas fan du tout de ce modèle à 14 équipes. Puis on est en train de tuer la Swiss League. On est en train de tuer la Swiss League. Tu prends les 2 meilleures équipes de Swiss League, 2 bons marchés de Swiss League, puis tu les envoies prendre l'eau en National League. Qu'est-ce qui traite en Swiss League? Honnêtement, on est en train de tuer la Swiss League, qui est, à mon avis, une belle ligue encore avec des identifications régionales assez intéressantes, où ça nous permettait aussi de recruter des jeunes joueurs de hockey, que le hockey soit fort à la Chaux-de-Fonds, à Viège, à Langenthal. Mais c'est des jeunes joueurs, c'est l'engouement du hockey, c'est la publicité du hockey, c'est là que viennent aussi nos bassins de joueurs. Et si on est en train de faire crever ces marchés, là, pas bon pour le hockey sur le long terme. C'est mon avis. Je vais prendre un petit peu le contre-pied de vous deux, puisque vous êtes assez unanime sur le fait que 14 équipes, c'est trop. Moi, ce que je vois, c'est qu'on réfléchit quand même à des solutions pour ne pas trop diluer. Même si à 12 équipes, c'est déjà limite on augmente l'étranger. Mais on augmente le nombre d'étrangers. Ça a grincé des dents au niveau du nombre d'étrangers, puisque la première proposition, c'était même 8, voire 10 pour 14 équipes. C'est ça. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose à creuser et d'aller chercher plus d'étrangers. La problématique pour aller dans votre sens, c'est qu'en fait, c'est au niveau des juniors élites que ça ne suit pas. Il y a déjà 14 équipes on n'a pas le bassin. En junior élite, il n'y a pas
n'y a pas le bassin pour avoir un niveau suffisant en junior élite. On le voit avec. Il y a 12 en junior élite puis 14 en novice. Ah oui, ils ont réduit il y a 2 ans. Ouais, mais c'est 14 en novice élite qui est beaucoup trop pour moi. Mais il y a un problème dans la formation et dans le moment où les jeunes vont pouvoir monter et se frotter à cette difficulté. J'aime bien la proposition de Gaëtan d'avoir un nombre minime de U23. Mais après, est-ce qu'on met les U23 en 4e ligne et puis on les fait jouer 2 minutes? C'est ça. Voilà. Il y en a combien qu'on a vu dans les effectifs là, qui sont alignés pour un match, mais qui sont 13e attaquants, puis on les voit même pas, on les voit parfois une présence ou même pas. Je veux dire, c'est bien beau en avoir, mais il faut quand même que tu les utilises puis tu les mets dans un. Tant qu'à ça, j'aime mieux qu'ils performent sur un premier, deuxième trio en Swiss League, qu'ils soient utilisés comme 13e attaquant en national. Passons de 20 à 18 joueurs déjà comme un NHL. 12-6. 20 joueurs dans l'alignement, ça sert à quoi? Là, on ne joue pas 4 matchs par semaine. En NHL, si on est capable de jouer à 18 joueurs, dans le junior au Canada, avec des 3 matchs en 4 soirs, puis des 3 en 3, puis des 4 matchs en 6 soirs, pourquoi en Suisse, on n'est pas capable de jouer à 18 joueurs? Réduit l'effectif, c'est des salaires en moins. C'est 2 gars qui vont se retrouver en Swiss League. Donc, il y a des possibilités d'éviter la dilution du talent un peu, ouais. En augmentant le nombre d'équipes, avec les étrangers, réduction du nombre sur la feuille de match aussi. Mais il faut renforcer les jeunes et il faut vraiment trouver, c'est ce que tu le disais aussi Stéphane, un rôle pour cette Swiss League. Et actuellement, le problème, c'est que la Swiss League réfléchit de son côté, la National League réfléchit de son côté. C'était une très bonne idée de séparer, pour des questions de droit et de marketing et autres, les 2 ligues, mais elles ne réfléchissent plus ensemble. Et j'ai l'impression qu'elles ne parlent plus, en fait, pour l'avenir. Et là, ça, c'est problématique. Et ça va, à mon avis, être plus problématique que de passer à 14 équipes. Il faudrait que la Swiss League devienne une ligue de développement. Parce que la MySports League, là, ça n'a rien donné. La MySports League, c'est une super première ligue. Tu prends les meilleures équipes de première ligue, etc. Mais ce n'est pas un tremplin pour les jeunes joueurs. Les vrais bons joueurs, s'ils jouent dans cette ligue-là, c'est à 16, 15, 16, 17 ans. Puis encore, j'ai regardé, il y en a qui sont passés par la première ligue, mais quand ils avaient 16, 17 ans, après, je veux dire, les vrais bons joueurs, ce n'est pas un tremplin. Puis on joue avec en général avec des vieux briscards pour gagner des matchs dans cette ligue-là, parce qu'il y a des entraîneurs pros qui veulent gagner des matchs, puis on a une éducation régionale. Ce n'est pas une ligue de développement. Là. Ça, il faut arrêter. Là. La MySports League, c'est les beaux discours, c'est jamais arrivé. C'est sa Swiss League qui pourrait être une ligue de développement intéressante. Je reviens à Ajoie, je fais une parenthèse. Ajoie, par exemple, pour un jeune joueur, était une équipe super intéressante en Swiss League. Parce qu'il y avait des bons étrangers, un bon environnement. Envoyer un bon jeune joueur en Swiss League à Ajoie, oui. Envoyer un bon jeune joueur à Ajoie en National League, pas sûr. Donc, vous voyez, Holton peut former un bon jeune. Langenthal peut prendre 2 bons jeunes de Berne. Et c'est ce qui arrive. Ça, c'est encore parce que le niveau de jeu... Dans ce que tu dis, en plus, on a des exemples récents. Hein. Farny à Berne, qui a joué à Langenthal. David Ebicher. Butrich, tu es passé par là aussi. David Ebicher, par exemple, il a fini la saison avec Ajoie. Maintenant, c'est un défenseur dominant à Rapperswil. La Swiss League peut devenir une ligue. Le niveau de jeu, la structure, le professionnalisme, mais tu envoies un jeune dans une bonne équipe de Swiss League, tu le fais jouer avec des bons joueurs, tu le fais jouer sur le pied. Là, tu peux. En MySports, le niveau n'est pas assez élevé, puis c'est que des discours parce qu'ils veulent gagner, puis c'est du local et tout, c'est du sport loisir. C'est une bonne ligue de hockey intéressante à jouer probablement, mais ça reste du loisir. Et c'est pas assez professionnel. Et la Swiss League, mais pour l'instant, il n'y a pas de collaboration. Donc, les farm teams, on n'en veut plus. Voilà, c'est ce que je disais, les ligues ne se parlent plus en fait. Georges-Henri nous dit ne pas oublier Motet à l'époque à Ajoie, hein, vu le développement qu'il y a eu. Et Fabrice nous dit la Ligue a toujours fait au jour le jour, il change de système tous les 4 ans. Bon, ça va on change de président tous les 4 ans, bien on change tous les 4 ans, c'est pas mal. Bon, c'est une belle conclusion pour cette discussion lancée par Gaëtan dans le chat. Merci à lui pour ce commentaire. Messieurs, je vous propose qu'on termine avec le programme de la semaine. Un programme où vous verrez, il n'y a pas le détail des chaînes parce que c'est encore en train d'être réglé de notre côté, de savoir où seront quels matchs, mais on va en tout cas vous donner les matchs des équipes romandes. Demain, il y aura un Genève-Davos. Mercredi, n'oubliez pas, il y aura des matchs supplémentaires. Il y aura le derby bernois entre BN et Berne. Jeudi, le début de la E-National League que vous pourrez suivre sur Twitch. On vous donnera le lien en temps et en heure. Vendredi, il y aura un match studio, Stéphane, Lausanne-Berne.
Et on retrouvera Berne samedi pour le match studio suivant avec Berne-Genève. Et dimanche, il y aura 2 matchs avec des équipes romandes. Bien ira Lugano et Lausanne recevra Ambry. Et puis Jonathan, il y a aussi de la NHL qui va être diffusée. Mais là, c'est la même chose. Hein. Les affiches, c'est encore... Ben là, en fait, on devait diffuser samedi à 19h le match entre le New Jersey et Montréal. Finalement, c'est un match qui est reporté. Et là, Montréal est tellement mauvais, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est l'équipe d'AHL. Il y a tellement de cas COVID à Montréal qu'il n'y a même plus d'équipe d'AHL en ce moment. Non, c'est ça. Mais non, finalement, on a remplacé ce match-là parce que ce matin, là, en fait, ça a été confirmé. Donc, ce sera Romagnosi et les Prédateurs de Nashville qui sont du côté de Boston pour y affronter les Bruins. Donc, samedi 19h, tout juste avant le studio. Connectez-vous sur MySports pour voir le match NHL. Après zapper, studio, NHL. Moi, je serai là, évidemment, pour vous commenter ce match NHL. Zapper durant le match de la National League. Parce que c'est les analyses qui sont plus intéressantes dans tes périodes. Voilà, c'est le studio. En tout cas, pour avoir un détail précis de quelle chaîne, de quel match, sur quelle chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous publiera ça en temps et en heure, bien évidemment. Je profite de vous remercier, messieurs. Stéphane, merci. Jonathan, merci. Allez. On a bien compris, on vous retrouve en studio et en NHL ce week-end. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Un grand merci à vous pour vos nombreux commentaires, même si on n'a pas pu répondre à tout le monde. Vous pourrez retrouver ce podcast en rediffusion dans quelques instants sur Facebook et puis dans l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo ou sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast en audio. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur ces différentes plateformes ainsi que sur Twitter et Instagram pour ne manquer aucune de nos actualités. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien évidemment le partager ou laisser un petit pouce bleu. Merci à vous, excellente semaine. Moi je vous retrouve lundi pour Overtime épisode 17. Bye bye. Bye.